Cette petite mendiante de 4 ans rencontre un millionnaire forcé de porter une croix sur un chemin rural. Mais elle apparaît derrière l'agresseur et fait quelque chose qui choque tout le monde. Regardez jusqu'à la fin. Commentez en donnant une note de 0 à 10 pour mon histoire. Votre avis est très important et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je compte sur votre aide. Chapitre 1. Le cri strident déchira l'air étouffant de l'après-midi comme une lame, résonnant à travers les rues pavées du vieux quartier de Lyon. C'était toujours à la même heure, avec la même intensité désespérée qui serrait le cœur de quiconque l'entendait. Octave, le millionnaire de 30 ans, observait depuis la fenêtre de son appartement luxueux. Son allure de jeune premier impressionnait, même lorsqu'il était inquiet. Ses traits fins et sa stature élégante contrastaient avec l'expression tendue qui crispait son visage tandis qu'il regardait la maison de ville en face. La fortune qu'il avait accumulée au fil des ans en investissant judicieusement dans des actions en bourse lui permettait de vivre dans tout le confort possible. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsqu'il entendait ces cris qui semblaient déchirer l'âme. Son patrimoine en euros pouvait résoudre bien des problèmes, mais il y avait quelque chose dans cette situation qui le paralysait complètement, l'empêchant d'agir. De l'autre côté de la rue, à l'intérieur de la maison défraîchie aux volets bleuâtres écaillés, la petite fille de 4 ans se recroquevillait dans un coin de la cuisine. Malgré son âge, elle paraissait n'en avoir que 2, si petite et frêle qu'elle étonnait quiconque la voyait. Ses bras maigres tremblaient tandis qu'elle essayait de se cacher de la femme qui s'approchait avec quelque chose de chaud dans les mains. Sa tante, qui s'occupait d'elle depuis qu'elle avait perdu ses parents, ne montrait aucune tendresse ou compassion. Ses yeux rougis par l'alcool qu'elle buvait depuis toujours fixaient l'enfant avec une colère qui n'avait aucun sens. La petite Noémie avait appris que crier ne faisait qu'empirer les choses, mais la douleur était telle qu'elle ne parvenait pas à se retenir. « Tu es une malédiction dans cette maison », siffla la femme, tenant fermement l'ustensile de métal qu'elle avait chauffé sur la gazinière. « À cause de toi, j'ai perdu tout ce que j'avais de bon dans la vie. » Noémie ferma les yeux avec force, essayant de se souvenir de moments heureux qui lui paraissaient si lointains. Il y avait une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter, une mélodie douce qui était désormais tout ce qui restait d'amour dans sa mémoire. Elle commença à fredonner doucement, comme si ces notes pouvaient créer un bouclier invisible autour d'elle. Octave arrêta de consulter ses placements lorsqu'il entendit ce son faible mais familier. Il connaissait cette chanson, mais il ne parvenait pas à se souvenir exactement d'où. Il s'approcha de nouveau de la fenêtre, essayant de localiser l'origine de cette mélodie triste qui fendait l'air comme un appel au secours silencieux. C'était la première fois depuis des semaines qu'il prêtait attention à autre chose qu'à la souffrance manifeste. Il y avait quelque chose dans cette voix enfantine qui touchait une partie de son cœur qu'il pensait morte depuis longtemps. La chanson parlait d'oiseaux libres, de ciels ouverts et d'espoir, contrastant cruellement avec la réalité sombre de cette maison. Madame Dubois, la professeure retraitée qui habitait à côté, entendit également le chant. Au cours de ses 40 années passées à enseigner aux enfants, elle avait développé un instinct particulier pour reconnaître quand l'un d'eux était en danger. Cette voix portait une douleur qui lui serrait le cœur d'angoisse. Tout en arrosant ses bégonias, elle observa la fenêtre de la maison voisine, remarquant qu'elle ne voyait jamais l'enfant jouer dans le jardin ou courir dans les rues comme les autres gamins du quartier. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette situation, quelque chose que ses années d'expérience ne lui permettaient pas d'ignorer. Le chant s'arrêta brusquement, remplacé par un silence encore plus troublant. Madame Dubois sécha ses mains sur son tablier et prit une décision qui changerait beaucoup de vies. Le lendemain, elle rendrait visite à cette maison. Elle avait besoin de connaître l'enfant qui chantait avec tant de tristesse. Octave resta à la fenêtre même après le retour du silence. Quelque chose s'était réveillé en lui, une inquiétude qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Des souvenirs commencèrent à se former dans son esprit, des fragments de quelque chose qu'il préférait maintenir enfoui.
Il y avait une employée qui avait travaillé pour lui il y a des années, une femme douce qui fredonnait toujours en rangeant des documents. Qu'était-il arrivé à cette Marie? Pourquoi avait-elle quitté son entreprise si abruptement? Et pourquoi cette chanson familière venait-elle d'une maison où une enfant souffrait manifestement? Les questions s'accumulaient dans son esprit, créant une tempête de culpabilité et de regret qu'il ne savait comment affronter. Alors que la nuit tombait sur le vieux quartier de Lyon, la petite Noémie réussit finalement à s'endormir, épuisée par la douleur et la peur. Dans ses rêves, elle volait avec les oiseaux qu'elle dessinait secrètement sur les murs, loin de tout ce qui la blessait. De l'autre côté de la rue, un homme riche et puissant luttait contre des démons du passé qui menaçaient de détruire la barrière émotionnelle qu'il avait construite autour de son cœur. Mais l'écho de cette chanson enfantine continuait de résonner dans son esprit, comme un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était peut-être temps de prêter attention à ce qui se passait au-delà de ses propres fenêtres. Le destin avait déjà commencé à tisser les fils qui uniraient leur vie de manière irréversible. Chapitre 2. Le lendemain matin apporta avec lui l'arôme du pain frais qui montait dans les rues du vieux quartier de Lyon, mais pour Madame Dubois, rien ne parvenait à masquer l'anxiété qu'elle ressentait. Elle avait passé la nuit entière éveillée, tourmentée par la certitude qu'une enfant souffrait à quelques mètres de sa maison. Ces 4 décennies d'enseignement lui avaient appris à reconnaître les signes, et ils étaient tous présents dans la maison défraîchie. Le silence anormal, l'absence de l'enfant jouant, les cris occasionnels qui déchiraient l'air. Elle décida d'aborder la situation différemment. Au lieu de tenter une nouvelle visite directe, elle opta pour une stratégie plus subtile. À 7 heures du matin, elle se positionna dans le jardin latéral de sa maison, l'endroit d'où elle avait la meilleure vue sur le jardin derrière de la maison voisine. Ce qu'elle vit la laissa complètement horrifiée. La petite Noémie était assise sous l'arbre, complètement seule, portant seulement un t-shirt déchiré. Ses petits bras étaient marqués par des brûlures évidentes, certaines encore rouges et enflammées, d'autres déjà cicatrisées dans des tons sombres qui racontaient une histoire de souffrance prolongée. L'enfant dessinait sur la terre avec un morceau de charbon, créant des formes que la professeure reconnut comme des oiseaux. « Mon Dieu !» murmura l'éducatrice, les mains tremblant tandis qu'elle s'accrochait à la clôture qui séparait les jardins. C'était bien pire qu'elle ne l'imaginait. La réalité dépassait ses pires craintes sur ce qui se passait dans cette maison. La petite Noémie leva les yeux et vit la dame l'observer. Pendant un instant, les deux se fixèrent en silence. Puis, à la surprise de la professeure, l'enfant sourit, un sourire faible mais authentique, et fit timidement un signe de la main avec sa petite main. « Bonjour, mamie » dit l'enfant de sa toute petite voix, utilisant l'expression affectueuse qu'elle donnait à toutes les dames âgées qu'elle rencontrait. Il y avait une douceur dans sa voix qui contrastait cruellement avec les marques de souffrance sur son corps fragile. « Bonjour, ma chérie » répondit Madame Dubois, luttant pour garder une voix stable tandis que son cœur se brisait en morceaux. « Tu vas bien là toute seule ?» La petite Noémie jeta un coup d'œil rapide aux fenêtres de la maison avant de répondre, un geste automatique de peur qui révélait la terreur constante dans laquelle elle vivait. « Oui, je vais bien. Je dessine juste de jolis oiseaux. »« C'est mignon. Tu aimes beaucoup les oiseaux ?» demanda la professeure, essayant de maintenir la conversation naturelle tandis qu'elle observait discrètement les marques sur les bras de l'enfant. « J'aime beaucoup. Ils peuvent voler où ils veulent, » répondit la petite fille, ses grands yeux brillants d'une tristesse qui brisait le cœur de quiconque. « Ils sont libres et personne ne les blesse quand ils volent haut. » À ce moment-là, la voix rauque de la tante résonna de l'intérieur de la maison comme un tonnerre menaçant. « Noémie, où es-tu? Viens ici, tout de suite !» La terreur qui prit instantanément possession du visage de l'enfant dit tout ce que la professeure avait besoin de savoir. La petite Noémie se leva rapidement, essuya ses mains sur son t-shirt et courut à l'intérieur de la maison, mais pas avant de regarder une fois de plus la professeure avec une expression qui criait à l'aide de manière silencieuse et désespérée.
La professeure resta dans le jardin pendant quelques minutes de plus, traitant ce qu'elle avait vu et entendu. Les brûlures, la peur, la façon dont l'enfant avait réagi à la voix de la tante, tout confirmait ses pires craintes sur ce qui se passait là. Elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir, ou que ce n'était pas son problème. De l'autre côté de la rue, Octave avait été témoin de toute l'interaction à travers sa fenêtre privilégiée. Il réussit à voir partiellement le jardin, et la vision des marques sur les bras de la petite fille le laissa complètement nauséeux. Pour la première fois en 5 ans, il sentit une fureur authentique brûler dans sa poitrine, mêlée à une culpabilité qui menaçait de l'étouffer. Son ancien employé avait eu confiance en lui d'une certaine manière, même si indirectement. Elle avait laissé sa fille aux soins d'une famille qui vivait dans la même ville où il vivait confortablement. Et maintenant, cet enfant était torturé pendant qu'il observait depuis sa fenêtre luxueuse, paralysé par sa propre lâcheté et par la même inertie émotionnelle qui le consumait depuis des années. À 11 heures du matin, la professeure prit une décision courageuse qui changerait tout. Elle revêtit sa plus belle tenue de ville, prit un plateau de gâteaux fait maison qu'elle avait préparé comme prétexte et se dirigea de nouveau vers la maison défraîchie. Cette fois, elle n'accepterait pas un non comme réponse, quoi qu'il arrive. La tante ouvrit la porte avec une réticence encore plus grande, visiblement agacée par l'insistance de la voisine. Ses yeux étaient le plus rouges que la dernière fois, et l'odeur d'alcool était encore plus forte, indiquant qu'elle avait commencé à boire plus tôt ce jour-là. « Je vous ai déjà dit que ce n'est pas le bon moment », murmura la femme, essayant de bloquer l'entrée une fois de plus. « Chérie, j'ai apporté des petits gâteaux que j'ai faits hier », interrompit la professeure avec fermeté, utilisant toute l'autorité que des décennies d'enseignement lui avaient donnée. « Et j'insiste pour mieux connaître la petite. En tant que voisine de longue date, il est de notre devoir de nous soutenir mutuellement, surtout dans les moments difficiles. » Avant que la tante ne puisse protester, la professeure était déjà entrée dans la maison, poussant doucement mais résolument. L'intérieur de la maison de ville était encore plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Il sentait le moisi mélangé à de l'alcool bon marché. Il y avait des taches sombres sur le sol qui semblaient avoir été mal nettoyées et une atmosphère pesante qui rendait l'air difficile à respirer. « L'enfant dort », mentit la tante, bloquant le chemin vers le fond de la maison avec son corps. « Elle a passé une nuit difficile avec la fièvre. C'est dommage. » « Peut-être une autre fois, alors, » dit la professeure, mais ses yeux expérimentés avaient déjà catalogué divers détails troublants. Une cuillère en métal laissée sur la gazinière, de petits dessins au charbon sur les murs qui avaient clairement été faits par un enfant, et surtout des marques sur le sol qui suggéraient que quelque chose de lourd avait été traîné récemment. À ce moment-là, un son bas vint de la direction de la cuisine. Un sanglot étouffé, presque imperceptible, mais indéniable pour quelqu'un d'expérimenté dans la gestion d'enfants traumatisés. La professeure et la tante se figèrent, le silence tendu révélant plus que n'importe quelle confession ne pourrait le faire. « Ce doit être le chat de la voisine », dit la tante rapidement, mais sa voix trembla légèrement, trahissant la nervosité qu'elle essayait de cacher. Ses mains commencèrent à trembler visiblement. La professeure sourit et acquiesça, mais elle avait décidé qu'elle avait déjà vu assez pour prendre une mesure définitive. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire, et cette fois, elle n'hésiterait pas une seconde. « Eh bien, je vais vous laisser vous reposer alors, mais rappelez-vous que je suis toujours là à côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Absolument tout. Le ton de la professeure laissa clairement entendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une offre d'aide occasionnelle. C'était un avertissement subtil, mais direct, chargé de toutes les implications qu'une éducatrice expérimentée pouvait transmettre. La tante comprit parfaitement le message, et la peur commença à se mélanger à la colère dans ses yeux rouges. Chapitre 4. Après le départ de la professeure, la tante ferma la porte à clé avec force et se dirigea vers la cuisine où elle trouva la petite Noémie recroquevillée derrière le poêle à bois, essayant de se cacher comme un animal blessé. L'enfant avait pleuré en entendant la voix douce de la professeure, se souvenant de la bonté qu'elle avait autrefois connue et qui semblait maintenant appartenir à un autre monde, lointain
et inaccessible. « Tu faisais du bruit », accusa la tante, ses yeux brillant déjà de la fureur familière que la petite fille connaissait si bien. L'alcool avait intensifié son irritation face à la visite inattendue, et maintenant elle avait besoin d'une cible pour décharger toute sa frustration accumulée. « Non, tante, je n'ai pas fait de bruit », protesta la petite Noémie, mais sa petite voix sonna faible, même pour elle. Elle savait que peu importe ce qu'elle disait, il y aurait toujours une excuse pour ce qui allait suivre. Il y aurait toujours une justification à la douleur. La tante prit la cuillère en métal qui était sur la gazinière et la plaça directement dans la flamme bleue. La petite fille reconnut le rituel terrible et commença à trembler de manière incontrôlable. Elle savait exactement ce qui allait suivre. Elle connaissait chaque étape de cette torture systématique qui était devenue partie intégrante de sa routine quotidienne. « Tu veux attirer l'attention, n'est-ce pas ?» siffla la tante, tandis que la cuillère chauffait jusqu'à devenir rouge. « Tu veux que les voisins viennent ici poser des questions. Tu crois que je ne sais pas bien m'occuper de toi. » De l'autre côté de la rue, Octave avait placé son téléphone portable à la fenêtre et enregistrait à nouveau. Cette fois, il réussit à capturer non seulement les sons, mais aussi des images partielles à travers la fenêtre de la cuisine. Ce qu'il vit le fit prendre une décision qui changerait tout à jamais. Il ne pouvait plus être un simple observateur silencieux, pas lorsque sa propre négligence du passé avait contribué à cette situation. Son ancienne employée avait été une bonne personne, une femme dévouée qui parlait toujours de sa fille avec un amour inconditionnel. Cet enfant était sa responsabilité maintenant, qu'il le veuille ou non. Son capital accumulé au fil des ans aurait enfin un objectif plus grand que celui de simplement générer plus de richesses. Tandis que la petite Noémie subissait un nouvel épisode de torture systématique, Octave passa un coup de fil qu'il n'avait pas passé depuis des mois. Il appela son avocat personnel et ancien ami de faculté, un homme en qui il avait une confiance absolue pour les questions délicates. « J'ai besoin de ton aide pour une situation très grave, » dit-il, observant par la fenêtre, tandis que les cris de la petite fille résonnaient à travers l'après-midi comme des coups de poignard dans sa conscience. « Il s'agit d'une enfant, et je crois qu'il pourrait s'agir d'une question de vie ou de mort. » L'avocat, connaissant bien l'isolement émotionnel que son ami avait construit après des pertes personnelles dévastatrices, fut surpris par l'urgence dans sa voix. « Raconte-moi tout. Que se passe-t-il ? La petite fille qui habite dans la maison en face est la fille d'une ancienne employée, » expliqua le millionnaire, sa voix chargée de culpabilité et de détermination. « Elle est maltraitée par sa tante. J'ai des preuves, des enregistrements de ce qui se passe. »« C'est très sérieux, » répondit l'avocat, comprenant immédiatement la gravité de la situation. « Si tu as des preuves de maltraitance infantile, nous devons agir immédiatement. Je vais contacter les autorités compétentes. » Ce soir-là, après que la tante se soit endormie ivre sur le canapé du salon, la petite Noémie réussit à sortir silencieusement dans le jardin. Ces nouvelles brûlures la brûlaient terriblement, mais la douleur physique était moindre que la douleur dans son petit cœur. Elle s'assit sous l'arbre et regarda les étoiles, fredonnant doucement la chanson de sa mère. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un prêtait véritablement attention à sa souffrance, et que, dans les jours à venir, sa vie changerait d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer dans ses rêves les plus optimistes. L'avocat arriva à l'appartement d'Octave le vendredi matin avec une expression grave sur le visage. Les deux hommes avaient été camarades à l'université il y a près de 3 décennies, et ils connaissaient bien l'isolement émotionnel que son ami avait construit après des pertes dévastatrices. C'est pourquoi l'appel téléphonique urgent de la nuit précédente l'avait tant surpris. « Il faut que tu me racontes exactement ce qui se passe, » dit l'avocat, s'asseyant dans le vaste salon de l'appartement luxueux. « Tu as parlé d'un enfant en danger, mais j'ai besoin de tous les détails pour que nous puissions agir correctement. » Octave servit du café et se positionna près de la fenêtre, l'endroit qui était devenu son obsession ces derniers jours.
Ces investissements en actions continuaient de générer des bénéfices substantiels, mais rien de tout cela n'avait d'importance par rapport à ce qu'il était sur le point de révéler. La petite fille qui habite dans la maison en face est la fille d'une ancienne employée, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Elle est maltraitée par sa tante, brûlures, cris quotidiens, négligence complète. L'avocat resta silencieux pendant un moment, traitant l'information avec le sérieux professionnel que la situation exigeait. « Et tu as des preuves concrètes de ce que tu affirmes ?»« J'ai des enregistrements, » répondit Octave, prenant son téléphone portable. « Des preuves visuelles et sonores de ce qui se passe dans cette maison. C'est pire que tu ne peux l'imaginer. Si c'est vrai, nous devons contacter la direction des services sociaux immédiatement, » dit l'avocat, son expression devenant encore plus sérieuse. « Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Tu te sens responsable pour une raison quelconque. » Octave acquiesça, la culpabilité pesant sur ses épaules comme un fardeau physique. « La mère de la petite fille a travaillé pour moi pendant 3 ans. Elle est partie brusquement il y a des années, quelques mois avant d'autres problèmes personnels que j'ai rencontrés. Je n'ai jamais compris pourquoi à l'époque. Mais maintenant, tu te rends compte que peut-être elle demandait de l'aide et que tu n'as pas prêté attention, » compléta l'avocat, comprenant la complexité émotionnelle de la situation. À ce moment-là, le son familier des cris résonna de la maison en face, même s'il n'était que 9 heures du matin. Les 2 hommes se tournèrent vers la fenêtre, et l'avocat put voir l'expression d'angoisse sur le visage de son ami. Il était évident que cela consumait Octave d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. « Ça se passe tous les jours ?» demanda l'avocat, visiblement horrifié par ce qu'il entendait. « À 3 heures de l'après-midi, religieusement. Mais parfois aussi à d'autres moments, » répondit Octave, prenant son téléphone portable pour montrer les enregistrements qu'il avait collectés. « Tu veux voir les preuves ?» L'avocat regarda les vidéos dans un silence croissant, son visage pâlissant à chaque scène. En tant que spécialiste du droit de la famille, il avait vu de nombreux cas de maltraitance infantile au cours de sa carrière, mais quelque chose dans la systématisation de cette violence le troubla profondément. C'était méthodique, calculé, cruel, d'une manière qui allait au-delà de la simple perte de contrôle. « Ça ne peut pas continuer un jour de plus, » dit l'avocat avec fermeté. « Il faut que tu me donnes tous ces enregistrements aujourd'hui même. Je vais contacter la direction des services sociaux et le procureur de la République. Cet enfant doit être retiré de cette maison immédiatement. » « Combien de temps ça va prendre ?» demanda Octave, son anxiété évidente dans sa voix. « Avec ces preuves ? » « Nous pouvons agir aujourd'hui même, » répondit l'avocat. « Je vais faire les appels nécessaires maintenant, mais tu dois être prêt à t'impliquer directement là-dedans. Tu ne peux pas être seulement quelqu'un qui fournit des preuves et qui se retire ensuite. » Octave regarda par la fenêtre une fois de plus, observant la maison de ville où un enfant innocent souffrait en silence. Ses bénéfices en bitcoin, ses dividendes, toute sa fortune semblaient insignifiants face à la responsabilité qu'il assumait. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment important. « Je suis prêt, » dit-il, sa voix ferme malgré la peur qu'il ressentait. « Je vais faire tout ce qu'il faut pour sortir cette petite fille de là. Je le dois à la mémoire de sa mère, et je me le dois à moi-même. » Chapitre 5. Tandis qu'Octave et son avocat planifiaient l'intervention, de l'autre côté de la rue, la petite Noémie vivait un nouveau jour de terreur absolue. La tante s'était réveillée avec une gueule de bois particulièrement sévère et avait découvert qu'il n'y avait plus d'alcool à la maison. Son irritation se multiplia lorsqu'elle trouva de nouveaux dessins d'oiseaux que l'enfant avait faits sur le mur de la cuisine pendant la nuit, utilisant un morceau de charbon qu'elle avait caché sous une planche de bois. « Combien de fois dois-je te dire de ne pas salir les murs ?» cria la femme, tenant la petite fille par le bras, avec une force suffisante pour laisser des marques violettes. « Tu es une peste, une malédiction dans cette maison. Tout ce que tu touches se transforme en malheur. » La petite Noémie essaya de s'expliquer, de dire qu'elle avait rêvé de sa mère, et que les dessins lui permettaient de se sentir moins seule pendant les nuits sombres et froides.
Mais les mots se perdirent dans des sanglots désespérés qui ne firent qu'augmenter la fureur de la tante. À 4 ans, elle ne comprenait toujours pas complètement pourquoi elle était haïe si intensément, pourquoi chaque jour apportait une nouvelle douleur sans raison apparente. « Tu vas rester enfermé dans la chambre jusqu'à ce que je décide ce que je vais faire de toi », continua la tante, poussant l'enfant dans le couloir étroit de la maison de ville. « Et si j'entends le moindre bruit, tu vas connaître une punition que tu n'as jamais expérimentée auparavant. » La chambre où la petite Noémie fut enfermée était petite et étouffante, avec seulement une haute fenêtre qu'elle ne pouvait pas atteindre même en montant sur le vieux lit. L'air était vicié et chaud, rendant la respiration difficile. Là, elle se recroquevilla dans le coin le plus sombre et commença à chantonner doucement la chanson de sa mère, la mélodie étant sa seule source de réconfort dans un monde qui semblait avoir complètement oublié qu'elle existait. C'est cette chanson que Madame Dubois entendit lorsqu'elle passa devant la maison en allant au marché. Elle avait passé la nuit entière à penser à la conversation avec la petite fille dans le jardin, aux marques qu'elle avait vues sur les bras de l'enfant, à l'atmosphère de peur qui imprégnait cette maison comme un nuage sombre et oppressant. La professeure s'arrêta devant le portail et écouta attentivement. La voix de la petite Noémie était faible, mais chargée d'une tristesse qui fit se briser le cœur de l'éducatrice en 1000 morceaux. À ce moment-là, elle prit une décision qui changerait tout. Au lieu d'aller au marché, elle se dirigea directement vers le centre-ville où se trouvait le petit bureau de la direction des services sociaux. « J'ai besoin de parler d'une situation très grave », dit la professeure, entrant dans le bureau sans cérémonie. Elle connaissait bien la conseillère responsable, une ancienne élève qui s'était consacrée à la protection des enfants vulnérables après avoir obtenu son diplôme en assistance sociale. La conseillère leva les yeux des papiers qu'elle était en train d'analyser. « Madame Dubois, quel plaisir de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Son expression changea immédiatement lorsqu'elle remarqua le sérieux sur le visage de l'éducatrice expérimentée. « Un enfant en danger. Ma voisine, je suis absolument certaine qu'elle est maltraitée, » dit la professeure, sa voix ferme malgré l'émotion qu'elle essayait de contrôler. La conseillère se redressa sur sa chaise, son expression devenant immédiatement sérieuse et professionnelle. Au cours de ces 5 années passées à travailler avec la protection de l'enfance, elle avait appris à reconnaître quand une dénonciation était sérieuse et urgente. Et elle connaissait la professeure depuis assez longtemps pour savoir qu'elle ne ferait pas d'accusations légères ou infondées. « Racontez-moi tout, » dit la conseillère, prenant une fiche de dénonciation et se préparant à noter chaque détail important. Pendant que la professeure relatait ses observations méticuleusement, de l'autre côté de la ville, l'avocat d'Octave était dans une réunion similaire au bureau du procureur de la République. Le procureur responsable des affaires de maltraitance infantile écouta attentivement pendant qu'il présentait les preuves collectées par son client. « Ce sont des preuves très accablantes, » dit le procureur, examinant les vidéos sur le téléphone portable avec une expression grave. « Je peux voir clairement des signes de violence systématique. Je vais ordonner une enquête immédiate et demander le retrait de l'enfant du milieu familial. » « Combien de temps cela va prendre ?» demanda l'avocat, inquiet de chaque minute qui passait pendant que la petite Noémie continuait de souffrir. « Avec ces preuves aussi claires, nous pouvons agir aujourd'hui même, » répondit le procureur, prenant le téléphone. « Je vais contacter la direction des services sociaux maintenant pour coordonner l'opération. » C'est ainsi que, par une coïncidence extraordinaire, 2 dénonciations simultanées arrivèrent à la direction des services sociaux le même matin. La conseillère terminait de noter le récit de la professeure lorsque son téléphone sonna avec urgence. « Direction des services sociaux, comment puis-je vous aider ?» répondit-elle. « Ici le procureur responsable de la protection infantile. J'ai besoin que vous fassiez une intervention urgente dans une maison de la rue principale du vieux quartier de Lyon. Nous avons des preuves de maltraitance infantile grave, » dit la voix officielle de l'autre côté de la ligne. La conseillère fit une pause, le stylo suspendu au-dessus du papier. « Par hasard, est-ce la maison de ville jaune avec des fenêtres bleues ?»« Exactement. Comment le savez-vous »
demanda le procureur, surpris. « Je viens de recevoir une dénonciation concernant la même maison, » répondit la conseillère, regardant la professeure avec un mélange de surprise et de confirmation. Deux sources indépendantes signalant la même situation. Cela confirme la gravité extrême de ce qui se passe. À 2 heures de l'après-midi, une opération coordonnée était en cours de montage avec une précision militaire. La conseillère, accompagnée de 2 assistants sociaux expérimentés et d'un huissier de justice, se dirigeait vers la maison de ville. La professeure s'était proposée pour accompagner l'équipe, utilisant son expérience avec les enfants traumatisés pour aider à l'approche délicate qui serait nécessaire. Octave observait tout depuis sa fenêtre, le cœur battant fort dans sa poitrine, comme un tambour de guerre. Enfin, après des jours de paralysie torturante, il avait réussi à agir de manière concrète. Son patrimoine, ses investissements dans des fonds et des actions, toute sa richesse semblait insignifiant comparé à l'importance de ce moment. Son avocat était à ses côtés, tous deux témoins du moment qui changerait la vie de la petite Noémie pour toujours. « Tu as fait la bonne chose », dit le professionnel, posant sa main sur l'épaule de son ami d'une manière réconfortante. « J'espère qu'il n'est pas trop tard », répondit Octave, les yeux fixés sur l'équipe qui s'approchait de la maison de ville. « J'espère que nous pouvons encore sauver ce qui reste de son enfance. » Dans la maison, la tante était sortie acheter de l'alcool au bar du coin, laissant la petite Noémie enfermée dans la chambre étouffante comme elle le faisait toujours. L'enfant continuait de chanter doucement, sans savoir que sa vie était sur le point de changer de manière radicale et définitive. Lorsque la conseillère frappa à la porte de la maison de ville et n'obtint aucune réponse après plusieurs minutes, elle utilisa son autorité légale pour entrer dans la propriété. Ce que l'équipe trouva à l'intérieur dépassa même ses pires attentes professionnelles. Une maison sale et complètement mal entretenue, une forte odeur d'alcool imprégnée dans les murs, des signes évidents de négligence dans toutes les pièces et une atmosphère d'abandon qui faisait se serrer le cœur. C'est la professeure qui entendit la première, la voix faible venant de la chambre au fond. « Il y a quelqu'un ici », dit-elle, guidant l'équipe dans le couloir sombre. C'est elle. C'est la petite Noémie. Lorsqu'ils ouvrirent la porte de la chambre et trouvèrent l'enfant recroquevillé dans le coin, chantant sa chanson triste comme un mantra de survie, toutes les personnes présentes ressentirent un serrement au cœur qu'ils n'oublieraient jamais. La petite fille leva ses grands yeux effrayés sans comprendre qui étaient ces personnes ni ce qu'elles voulaient d'elle. Mais pour la première fois depuis des mois, il y avait de l'espoir qui brillait à l'horizon de sa vie sombre. Chapitre 6. « Bonjour, ma chérie », dit la conseillère d'une voix douce, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de l'enfant terrorisé. « Je m'appelle Anna. Nous sommes venus pour t'aider. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de nous. » La petite Noémie regarda la professeure, reconnaissant la dame douce qui avait parlé avec elle dans le jardin. Un éclair d'espoir brilla dans ses yeux, mais fut rapidement remplacé par la peur qui était devenue son émotion dominante ces derniers mois. « La tante va se fâcher », murmura-t-elle, sa voix si basse qu'on pouvait à peine l'entendre. « Elle se fâche toujours beaucoup quand des gens viennent ici. »« Tu n'as pas à t'inquiéter de ça maintenant, » dit la professeure, tendant la main vers la petite fille avec une gentillesse infinie. « Nous allons partir d'ici, d'accord? Nous allons dans un endroit où tu seras en sécurité. » La sortie de la petite Noémie de la maison de ville fut un moment qui resterait gravé dans la mémoire de tous les présents pour toujours. L'enfant tenait fermement la main de la professeure, ses pas petits et hésitants, tandis qu'elle traversait la porte qui avait été sa prison pendant tant de mois de souffrance. Ses grands yeux parcouraient les rues du vieux quartier de Lyon, comme si elle voyait le monde pour la première fois après un long cauchemar. « Où allons-nous, mamie ?» demanda la petite fille, utilisant à nouveau l'expression affectueuse qu'elle avait donnée à la professeure. Il y avait une confiance fragile dans sa voix, comme si elle testait s'il était sûr de croire que de bonnes choses pouvaient arriver. « Dans un endroit sûr, ma chérie, » répondit la professeure, serrant doucement la petite main de l'enfant. « Un endroit où personne ne te fera plus jamais de mal, je te le promets de tout mon cœur. »
La conseillère coordonnait l'opération avec une efficacité professionnelle, mais son cœur se brisait en observant l'état physique et émotionnel de la petite Noémie. L'enfant était visiblement dénutri, ses vêtements étaient inadéquats et sales, et les marques de brûlure sur ses bras racontaient une histoire de souffrance systématique qu'aucun enfant ne devrait connaître. De l'autre côté de la rue, Octave observait la scène à travers sa fenêtre, un mélange de soulagement et d'anxiété consumant sa poitrine comme une tempête émotionnelle. Enfin, après des jours d'inaction torturante, il avait réussi à faire quelque chose de concret pour aider. Mais maintenant, une nouvelle inquiétude l'assaillait. Qu'allait-il arriver à la petite fille à partir de ce moment? Son avocat, qui restait à ses côtés, remarqua la tension croissante de son ami. L'important, c'est qu'elle soit en sécurité maintenant, dit-il, essayant de le tranquilliser. Le reste, nous allons le résoudre étape par étape, avec calme et responsabilité. Mais où vont-ils l'emmener? Demanda Octave, voyant le petit cortège s'éloigner dans la rue pavée. Sa fortune accumulée en investissements divers pouvait résoudre de nombreux problèmes pratiques, mais il ne savait pas comment naviguer dans les complexités émotionnelles de la situation. Probablement dans une famille d'accueil temporaire, pendant qu'ils enquêtent complètement sur l'affaire. C'est la procédure standard dans des situations comme celle-ci, expliqua l'avocat. À ce moment-là, la professeure se tourna et regarda directement vers la fenêtre, où Octave était en train d'observer. Leurs yeux se croisèrent un instant chargés de sens, et l'éducatrice fit un signe de tête discret, comme si elle savait intuitivement qu'il avait été une partie fondamentale de cette opération de sauvetage. Pendant ce temps, au bar du coin, la tante terminait son 3e verre d'eau de vie bon marché lorsqu'elle vit un mouvement inhabituel dans sa rue à travers la fenêtre embuée de l'établissement. Son sang se glaça lorsqu'elle reconnut des uniformes officiels et des personnes qui n'appartenaient clairement pas à ce quartier tranquille du vieux Lyon. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » murmura-t-elle, se levant en titubant de la table où elle avait dépensé les derniers euros qu'elle avait. L'alcool avait émoussé ses réflexes, mais pas suffisamment pour l'empêcher de se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Le propriétaire du bar suivit son regard à travers la fenêtre sale. « On dirait qu'il y a de l'autorité chez vous. Vous n'avez pas de problème avec la justice, n'est-ce pas ?» La tante ne répondit pas. Elle jeta quelques pièces sales sur la table et sortit en courant du bar, trébuchant sur les pierres inégales du trottoir. Son cœur battait de manière désordonnée, non seulement à cause de l'alcool, mais à cause de la terreur croissante que ses actes aient finalement été découverts et qu'elle doive maintenant en affronter les conséquences. Lorsqu'elle arriva à sa maison, elle trouva la porte ouverte et 2 assistants sociaux prenant des notes détaillées sur les conditions déplorables de la propriété. La conseillère l'attendait dans le salon, son expression sérieuse et complètement professionnelle, sans montrer aucune émotion personnelle. « Êtes-vous la responsable de l'enfant » demanda la conseillère, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Qu'est-ce que vous faites dans ma maison ?»« Où est la petite fille ?» La tante essaya de paraître indignée, mais sa voix tremblait visiblement, trahissant la peur qu'elle ressentait. L'alcool dans son haleine était perceptible à des mètres de distance. « L'enfant est sous la protection de l'État, » répondit la conseillère avec une fermeté absolue. « Nous avons reçu des dénonciations graves de maltraitance et nous avons des preuves substantielles de maltraitance infantile systématique. C'est un mensonge. Je m'occupe bien de ma nièce. Qui a fait ces fausses accusations ?» cria la tante, mais ces mots sonnèrent vides, même pour elle-même. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'il n'y avait aucune justification à ses actes. La conseillère lui montra les documents officiels avec le cachet du tribunal. « Madame, l'enfant présente de multiples lésions compatibles avec des brûlures intentionnelles, ainsi que des signes évidents de dénutrition et de négligence grave. Nous avons des enregistrements des épisodes de violence et des témoins qui ont assisté à la souffrance de la petite fille. » La tante pâlit comme si elle avait vu un fantôme. Des enregistrements, des témoins. Elle regarda instinctivement vers la fenêtre de la cuisine, réalisant pour la première fois qu'elle était parfaitement visible depuis le bâtiment en face.
Elle avait toujours torturé la petite Noémie à cet endroit sans se soucier de qui pouvait observer, sans imaginer que quelqu'un se soucierait suffisamment pour documenter ses crimes. C'est une enfant difficile, essaya-t-elle de se justifier désespérément. Mais ses mots sonnèrent faibles et pathétiques. Parfois, j'ai dû être plus ferme, mais je ne l'ai jamais blessée exprès. C'était juste une discipline normale. Madame, la situation est extrêmement grave, répondit la conseillère, gardant son ton professionnel malgré la révolte qu'elle ressentait. L'enfant sera temporairement placé sous des soins alternatifs pendant que l'affaire est complètement examinée. Vous aurez droit à un avocat et vous pourrez contester les accusations par les voies légales appropriées. Pendant ce temps, la petite Noémie était emmenée pour une consultation médicale d'urgence au petit hôpital du centre-ville. Le pédiatre local fut complètement choqué en examinant l'enfant. Au cours de ses 20 années de profession, il avait vu des cas de maltraitance infantile, mais la systématisation des lésions chez la petite fille était particulièrement troublante et cruelle. « Ces brûlures sont toutes intentionnelles », expliqua-t-il à la conseillère après l'examen détaillé. « Elles ont toutes le même motif, suggérant l'utilisation répétée du même objet chauffé. De plus, l'enfant est significativement en dessous du poids normal pour son âge. Combien de temps faudra-t-il pour qu'elle se rétablisse physiquement ?» demanda la conseillère, prenant des notes attentives. « Les brûlures vont cicatriser avec des soins médicaux appropriés, » répondit le médecin. « Mais le traumatisme psychologique, cela prendra beaucoup plus de temps à guérir, peut-être des années de suivi spécialisé. » La petite Noémie, vêtue d'un pyjama d'hôpital propre, était assise sur un lit de la pédiatrie, observant tout autour d'elle avec un mélange de peur et de fascination. C'était la première fois depuis des mois qu'elle était dans un environnement vraiment propre et sûr, où les gens parlaient avec douceur et où personne ne criait. La professeure était restée avec elle pendant tout l'examen médical, s'offrant comme figure de soutien familial. « Mamie, je peux rester avec vous ?» demanda la petite Noémie, tenant fermement la main de l'éducatrice. « Nous allons voir ce qui est possible, ma chérie, » répondit la professeure, profondément émue par la confiance que l'enfant plaçait en elle. « Mais je te promets que je ne te laisserai plus jamais seule. » La conseillère, observant l'interaction entre les deux, commença à se faire une idée qui pourrait résoudre au moins temporairement la question des soins de la petite fille. La professeure était une personne respectée dans la communauté, avec une vaste expérience dans l'éducation infantile et de toute évidence, l'enfant se sentait en sécurité avec elle. Cet après-midi-là, pendant que la petite Noémie se reposait à l'hôpital sous des soins médicaux spécialisés, une réunion importante se tenait au bureau de la direction des services sociaux. Étaient présents la conseillère, Madame Dubois, l'avocat d'Octave et, à la surprise générale, Octave lui-même, qui avait décidé de s'impliquer personnellement dans la situation. Chapitre 7. Monsieur, je crois comprendre que vous connaissiez la mère de la petite Noémie, dit la conseillère, consultant ses notes avec soin. Il y avait quelque chose dans la présence d'Octave qu'il se souvenait. Ce matin-là, elle avait aidé Madame Dubois à faire des sablés, ses petites mains couvertes de farine, pendant qu'elle riait de quelque chose que l'éducatrice avait dit. C'était un son qu'Octave ne se lassait jamais d'entendre, l'intriguait. Il était rare de voir quelqu'un de sa position sociale s'impliquer directement dans des affaires comme celle-là. « Elle a travaillé pour mon entreprise pendant 3 ans, » confirma Octave, sa voix chargée d'une émotion qu'il luttait pour contrôler. Ses traits de jeune premier contrastaient avec l'expression torturée qui s'emparait de son visage, chaque fois qu'il parlait de son ancien employé. Rire pur et cristallin d'un enfant véritablement heureux. « Tonton !» cria la petite Noémie lorsqu'elle le vit arriver pour le déjeuner, courant pour l'embrasser avec enthousiasme. « J'ai fait des sablés pour vous. »« Sérieux ? Et comment savais-tu que j'avais faim ?» plaisanta-t-il, la prenant dans ses bras et sentant comment elle avait pris du poids sain ces dernières semaines. « Parce que tu as toujours faim quand tu viens ici. » répondit-elle, donnant un petit rire qui fit fondre le cœur de tous les. C'était une femme exemplaire et une mère dévouée. Si j'avais su ce qui se passait avec sa fille. L'important, c'est que maintenant nous le savons.
interrompit Madame Dubois avec fermeté. La question est, que faisons-nous à partir de maintenant? Présent. Pendant le déjeuner, la petite Noémie raconta avec enthousiasme sa journée, les oiseaux qu'elle avait vus dans le jardin, le livre d'histoire que Madame Dubois lui avait lu. Il était difficile de croire que cette enfant vibrante et bavarde était la même petite fille silencieuse et terrorisée qu'ils avaient secourue il y a quelques semaines. « Petite, » dit Octave avec précaution, « Madame l'institutrice et moi voulons te parler d'une chose très importante. » « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, arrêtant de manger. « Et cet enfant a besoin de stabilité, d'amour et de soins spécialisés. Elle ne peut pas être ballottée d'un endroit à un autre. » La conseillère s'adressa directement à Madame Dubois. « Madame, seriez-vous disposée à devenir famille d'accueil temporaire pour la petite Noémie? Étant donné qu'elle a déjà établi un lien émotionnel avec vous, Madame Dubois n'hésita pas une seconde. « Bien sûr que oui. J'ai de l'expérience avec les enfants. Ma maison est adaptée. Et, enfin, je crois que la petite Noémie et moi, nous sommes prêtantes une attention totale. Aimerais-tu rester vivre avec Madame l'institutrice pour toujours? Et je continuerai à te rendre visite tous les jours, à prendre soin de toi, à être ton vrai tonton pour toujours. » Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent, comme si déjà choisis mutuellement. Il y avait des larmes dans ses yeux, tandis qu'elle parlait, émue par la possibilité d'aider de manière concrète. L'avocat se manifesta au nom de son client. Mon client souhaiterait contribuer financièrement aux soins de l'enfant. Elle avait entendu la meilleure nouvelle de sa vie. « Pour toujours? Vraiment? Pour toujours, » confirma Madame Dubois, tenant la petite main de l'enfant. « Si tu le veux, bien sûr, ce serait ta vraie maison et nous serions ta famille. » La petite Noémie resta silencieuse pendant un moment. Il se sent responsable, compte tenu de sa connexion avec la mère de la petite Noémie et du fait qu'il n'ait pas perçu les signes qu'elle avait besoin d'aide il y a des années. Octave acquiesça, sa détermination grandissant à chaque instant. « Je veux garantir que là, traitant l'information avec le sérieux que seul un enfant qui a vécu des traumatismes peut démontrer. » Puis, à la surprise des adultes, elle sourit, un sourire énorme et radieux qui illumina toute la pièce. « Alors je peux rester avec vous pour toujours, et plus jamais personne ne me fera petite Noémie, ait accès aux meilleurs soins médicaux et psychologiques disponibles. Je voudrais aussi faire plus ample connaissance, si cela est approprié. Je sens que je le dois à la mémoire de sa mère. » Ses investissements en actions et en bitcoin avaient généré des revenus suffisants pour non seulement soutenir son style de mâle. « Plus jamais, » promit Octave, sa voix ferme comme un roc. « Je promets que tu seras toujours en sécurité avec nous. C'est mon engagement envers toi et envers la mémoire de ta maman. » Chapitre 9. La petite Noémie se leva de sa chaise et embrassa de vie luxueux, mais aussi pour fournir à l'enfant tout ce dont elle avait besoin pour se rétablir physiquement et émotionnellement. La conseillère prit des notes attentives dans son rapport. « Nous allons procéder de la manière suivante. La petite Noémie restera temporairement avec Madame Dubois, pendant que nous faisons d'abord Madame Dubois, puis Octave, avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petite. « Je vous aime, » dit-elle. Des mots qui firent émouvoir profondément les deux adultes, sentant qu'ils avaient enfin trouvé un but plus grand que toute richesse ou conquête matérielle, une évaluation complète de la situation familiale. Monsieur pourra contribuer au coût, et s'il le souhaite, établir une relation graduelle avec l'enfant, toujours supervisée et axée sur le bien-être de cette dernière. Lorsque la réunion se termina, Octave se sentit soulagé d'avoir enfin une façonnelle. Cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu se produisit qui testerait la sécurité nouvellement acquise. La petite Noémie jouait dans le jardin lorsqu'elle vit un homme inconnu arrêté sur le trottoir, observant la maison avec une attention suspecte. Elle courut à l'intérieur, cherchant Madame Dubois avec le cœur battant de peur. « Mamie, il y a un homme dehors qui regarde notre maison. » dit-elle, clairement effrayée, ses petites mains tremblant légèrement. Le traumatisme était encore très proche de la surface, et toute situation étrange lui concrète d'aider. Mais il était également nerveux à la perspective de rencontrer personnellement la fille de son ancien employé.
Quel type de connexion pourrait-il former? Et surtout, parviendrait-il à surmonter sa propre culpabilité pour devenir une présence positive dans la vie de l'enfant? 2 semaines passèrent, et la petite Noémie avait commencé une nouvelle vie dans la maison accueillante de Madame Dubois. C'était une maison simple mais pleine d'amour, avec des jardins fleuris et une cour où elle pouvait enfin jouer sans crainte. Madame Dubois avait transformé la chambre d'amis en un espace spécial, faisait revivre la terreur qu'elle avait vécue. Madame Dubois alla jusqu'à la fenêtre et vit un homme d'âge moyen, maigre et mal habillé, arrêté de l'autre côté de la rue. Quelque chose dans sa posture et dans la façon dont il observait la maison la fit pour l'enfant, avec des murs peints en bleu clair et des dessins d'oiseaux colorés, plus les oiseaux tristes et noirs qu'elle dessinait à l'époque de la souffrance. La première semaine avait été difficile. La petite Noémie se réveillait toutes les nuits en criant, revivant les traumatismes dans des cauchemars terribles. Mais graduellement, avec une patience infinie et beaucoup de tendresse, Madame Dubois réussit à montrer à l'enfant que maintenant elle était vraiment en sécurité. « Bonjour, ma petite fleur », disait Madame Dubois tous les matins, se sentir profondément mal à l'aise. Il y avait une hostilité dans son langage corporel qu'elle reconnut immédiatement. « Petite, va dans ta chambre jouer, d'accord ?» dit-elle, prenant le téléphone avec urgence. « Je vais appeler tonton. » Madame Dubois appela immédiatement Octave, qui était en route pour une réunion d'affaires, pour discuter de ses investissements en actions. « Il y a un homme étrange qui observe la maison. La petite Noémie est très effrayée par la situation. « J'y vais tout de suite, » répondit-il, annulant mentalement, utilisant un ton doux qui faisait que les yeux de la petite fille se remplissèrent de larmes. Non pas de douleur, mais d'une émotion qu'elle avait presque oubliée qui existait, le sentiment d'être aimée. Le 3e jour dans la nouvelle maison, quelque chose d'extraordinaire se produit tous ces rendez-vous de la journée. Rien n'était plus important que la sécurité de l'enfant qui était devenu le centre de sa vie. Quand Octave arriva, l'homme était toujours là, maintenant fumant une cigarette et clairement attendant quelque chose. L'entrepreneur sortit de la voiture et se dirigeait-y. La petite Noémie était dans la cour de Madame Dubois, observant un colibri qui visitait les fleurs rouges du jardin, lorsqu'elle commença à fredonner doucement la chanson de sa mère. Mais cette fois, pour la première fois depuis des mois, sa voix n'était pas étranglée par la peur directement vers l'étranger, son attitude confiante contrastant avec l'apparence négligée de l'autre. « Puis-je vous aider en quelque chose ?» demanda Octave, son ton poli mais ferme, laissant entendre qu'il ne tolérerait aucune menace. L'homme se tourne. Madame Dubois, qui arrosait les plantes à proximité, s'arrêta pour écouter attentivement. C'était une mélodie magnifique, pleine de nostalgie, mais aussi d'espoir renaissant. Lorsque la petite Noémie termina, elle regarda l'éducatrice avec une expression presque surprise DNA, révélant un visage marqué par l'alcool et une expression clairement hostile. « Vous devez être le Richard qui finance tout ça », dit-il avec dédain, crachant sur le sol. « Vous croyez que, parce que vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez ?» Elle-même. « Ma mère chantait cette chanson, » dit-elle, sa voix encore faible, mais plus ferme qu'avant. C'était la première fois qu'elle parlait spontanément de sa mère depuis le sauvetage. « C'était une mère qui t'aimait beaucoup. Réponds, qui êtes-vous » demanda Octave, gardant ses distances, mais restant vigilant pour tout mouvement agressif. « Je suis le cousin de la femme que vous avez détruite. Et je suis venu voir où est la petite Noémie qui a ruiné la vie de ma famille, » répondit l'homme, et Madame Dubois, s'accroupissant à côté de l'enfant. « Et je suis sûr qu'elle serait très heureuse de savoir que tu es en sécurité maintenant. » C'est à ce moment qu'Octave apparut au portail. Cela faisait 3 jours qu'il rassemblait du Savoie chargé d'alcool et de ressentiment. « La petite Noémie n'a ruiné la vie de personne, » répondit Octave, sentant la colère grandir dans sa poitrine. « Et je vous suggère de vous retirer immédiatement de cette propriété. » « Ah, c'est ça ? Et qui courage pour faire cette visite, trouvant toujours une excuse pour la reporter. » Son avocat avait organisé la rencontre avec Madame Dubois
expliquant qu'il serait important pour le processus de guérison de l'enfant de connaître des personnes qui avaient aimé sa mère. La petite Noémie se cacha derrière Madame Dubois lorsqu'elle vit « Va me faire sortir ». Vous croyez que parce que vous avez accumulé une fortune en investissant dans le Bitcoin et les actions, vous pouvez intimider qui que ce soit? À ce moment-là, Madame Dubois sortit de la maison avec le téléphone à la main, montrant une détermination malgré son âge. « J'ai déjà appelé la police », annonça-t-elle. « Ils sont en route et ont été informés de la situation. » Le cousin de la tante fit une grimace de mépris et s'éloigna lentement, mais pas avant de lancer un regard menaçant vers la maison. L'homme grand et bien habillé s'approchait. Malgré son apparence douce de jeune premier, elle avait encore peur des hommes inconnus, une réaction naturelle après tout ce qu'elle avait vécu. Octave s'arrêta à quelques mètres de distance, remarquant la peur dans les yeux de Elsa. « Ne va pas en rester là », murmura-t-il avant de disparaître dans la rue, laissant une atmosphère pesante de tension. Lorsque la police arriva, ils recueillirent le témoignage et promirent de maintenir une surveillance de la zone. Mais l'incident laissa tout le monde ébranlé, surtout enfant. « Bonjour, petite », dit-il doucement, s'accroupissant pour se rapprocher de sa taille. « Je m'appelle... Eh bien, tu peux m'appeler tonton. Je connaissais ta maman. » Les yeux de la petite Noémie s'écarquillèrent, comme si elle avait vu quelque chose de magique. Il y avait si longtemps que personne ne parlait de sa mère de manière affectueuse qu'elle avait commencé à se demander si ses souvenirs étaient réels ou seulement des rêves lointains. « Vous connaissiez ma mère ?» demanda-t-elle, parce qu'il montra que la famille de la tante n'avait pas accepté la situation et pouvait représenter une menace continue. Ce soir-là, la petite Noémie fit son premier cauchemar depuis 2 semaines. Elle se réveilla en pleurant, appelant Madame Dubois avec désespoir. Lorsque l'éducatrice courut dans sa chambre, elle trouva l'enfant tremblant sous les couvertures, revivant des peurs qu'il pensait avoir surmontées. « Ce n'était qu'un mauvais rêve, ma chérie », consola Madame Dubois, l'embrassant avec tendresse. « Tu es en sortant timidement de derrière Madame Dubois. » Il y avait une curiosité enfantine dans sa voix que l'éducatrice n'avait pas entendue depuis des semaines. « Oui, je la connaissais. Elle travaillait avec moi et elle parlait toujours de toi avec beaucoup de tendresse. Elle disait que tu étais la chose la plus importante de sa vie, » répondit Octave, sentant une émotion intense monter dans sa gorge. La petite Noémie traita cette information en silence pendant quelques instants. Puis, à la surprise générale, elle fit un pas en direction d'Octave. Elle chantait « Sécurité ici avec moi ». « J'ai rêvé que la tante est revenue me chercher », sanglota la petite Noémie, ses larmes mouillant son pyjama. « Et que l'homme méchant d'aujourd'hui l'a aidée. Cela n'arrivera jamais, promit une chanson pour moi, dit-elle. Madame Dubois a dit qu'elle m'aimait beaucoup. Ta mère t'aimait plus que tout au monde, confirma Octave, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Et elle serait très fière de voir Madame Dubois, mais intérieurement elle s'inquiétait. Nous n'allons laisser personne te faire du mal à nouveau. Tu le promets vraiment ? Je le promets de tout mon cœur, mais tout en consolant la petite Noémie, Madame Dubois ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter à quel point tu es courageuse et forte. Au cours des semaines suivantes, Octave commença à rendre visite à la petite Noémie régulièrement. Toujours accompagné de Madame Dubois et toujours en respectant le rythme de l'enfant, il devint graduellement une présence familière et réconfortante dans sa nouvelle de ce qui pourrait arriver d'autre. L'apparition du cousin avait montré que la bataille pour la sécurité était loin d'être gagnée. Les jours suivants, une tension constante planait sur la maison comme un voile sombre. Le cousin était revenu à 2 reprises, se tenant toujours à une distance suffisante pour ne pas être accusé de violation de propriété, mais clairement dans une attitude d'intimidation. Octave avait engagé un agent de sécurité discret pour surveiller les environs, utilisant une partie de ses revenus passifs pour assurer leur protection. Mais la sensation de menace persistait. La petite Noémie, avec sa sensibilité enfantine exacerbée par le traumatisme passé, percevait que quelque chose n'allait pas. Ses sourires se faisaient plus rares et elle commençait à se cramponner davantage à Madame Dubois, surtout lorsqu'elle sortait de la maison pour des consultations médicales ou des activités.
Mamie, pourquoi cet homme regarde-t-il notre maison? Demanda-t-elle un matin, alors qu'elles prenaient leur petit déjeuner ensemble. Madame Dubois choisit ses mots avec soin. Certaines personnes sont perturbées quand d'autres sont heureuses, ma chérie. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Nous veillons à tout. Tonton Octave veille aussi? Bien sûr que oui. Nous veillons tous les deux sur toi. Nous protégeons toujours notre famille. Cet après-midi-là, pendant que Noémie jouait dans le jardin sous l'œil attentif de Madame Dubois, Octave arriva avec son avocat et une femme qu'elle ne connaissait pas. La femme était élégante, d'âge mûr, avec un sourire doux mais professionnel qui inspirait confiance. « Noémie, » appela Octave, « viens faire la connaissance d'une personne spéciale. Voici la docteure Clémentine. Elle travaille avec les enfants et est venue discuter avec nous de nos projets pour l'avenir. » Noémie s'approcha timidement. Elle avait appris à faire confiance aux personnes qu'Octave et Madame Dubois lui présentaient, mais elle conservait une prudence naturelle envers les étrangers, surtout après l'incident avec le cousin de sa tante. « Bonjour, ma puce, » dit la docteure Clémentine, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Est-ce que je peux te poser quelques questions? Ce sont des questions faciles, juste pour mieux te connaître. »« D'accord, » répondit Noémie, regardant Madame Dubois pour obtenir un encouragement. « Aimes-tu vivre ici avec Mamie Dubois? » « J'aime beaucoup. Elle me fait des sablés et me lit des histoires, et elle ne crie jamais contre moi. Et que penses-tu de tonton Octave? Il est très gentil. Il m'a apporté des jouets, et il joue toujours avec moi. » Et il connaissait maman, et il dit de belles choses sur elle. La docteure Clémentine sourit sincèrement. « Te sens-tu en sécurité ici? » « Oui, je me sens en sécurité. Personne ne me fait mal ici. C'est différent d'avant. » La conversation se poursuivit pendant quelques minutes, avec des questions simples qui permirent à la professionnelle d'évaluer le bien-être émotionnel de Noémie et son adaptation à son nouveau foyer. Quand elle eut terminé, elle rejoignit les adultes dans le salon pour une conversation plus sérieuse. « Selon mon évaluation préliminaire, » dit la docteure Clémentine, « l'enfant est visiblement bien adaptée et heureuse dans cet environnement. Vous avez créé un foyer véritablement aimant pour elle. »« Et qu'en est-il des procédures légales ?» demanda Octave, désireux de formaliser la situation. « Sur la base de ce que j'ai observé et des rapports que j'ai reçus, je crois que vous avez une base solide pour la procédure de tutelle permanente. L'enfant vous considère clairement comme sa famille. Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Madame Dubois. « Normalement, des cas comme celui-ci prennent entre 6 mois et 1 an. Mais compte tenu des circonstances particulières et des antécédents de maltraitance documentés, je peux accélérer le processus. » Madame Dubois soupira de soulagement. « Et qu'en est-il du cousin de la tante? Peut-il tenter quelque chose légalement? »« Il a un petit casier judiciaire, mais significatif, » répondit la spécialiste, principalement lié à l'alcool et à un comportement agressif. Je ne pense pas qu'il ait une base légale pour contester, mais je vais émettre une ordonnance restrictive préventive. Ce soir-là, après que Noémie se fut finalement endormie, Octave resta dîner avec Madame Dubois. C'était devenu une routine ces dernières semaines, les deux discutant des soins de l'enfant, planifiant son avenir et développant progressivement un partenariat qui allait au-delà de la responsabilité partagée. « Regrettez-vous la vie que vous aviez avant ?» demanda Madame Dubois en faisant la vaisselle ensemble. « La liberté, la tranquillité, vos investissements étant votre seule préoccupation. » Octave réfléchit un instant, essuyant une assiette avec soin. « Vous savez, je pensais que j'avais une vie bien remplie avant. Le travail, l'argent, le patrimoine qui croît. Mais maintenant, je réalise que je me contentais d'exister. Noémie m'a donné un but que je ne savais même pas que j'avais besoin. Et vous n'avez pas peur de toute cette responsabilité émotionnelle? » « Si, » admit-il, « mais c'est une peur différente de celle que je ressentais avant. Avant, j'avais peur de m'impliquer, de m'engager, de souffrir à nouveau. Maintenant, j'ai peur de ne pas être assez bon pour elle, d'échouer quand elle aura besoin de moi. Cela signifie que vous vous êtes déjà complètement engagé, » observa Madame Dubois avec un sourire chaleureux. Chapitre 10. 2 jours plus tard,
la situation prit une tournure violente que personne n'avait prévue. Noémie jouait dans le jardin quand elle vit le cousin de sa tante s'approcher à nouveau du portail. Cette fois, cependant, il ne se contentait pas d'observer. Il se dirigeait clairement vers la maison avec une détermination agressive. « Mamie !» cria Noémie, courant se réfugier dans la maison en panique. « Le méchant arrive encore !» Madame Dubois appela immédiatement l'agent de sécurité qu'Octave avait engagé, mais le cousin frappait déjà à la porte avec une force excessive, faisant trembler toute la maison. « Ouvrez cette porte !» hurla-t-il, manifestement ivre. « Je veux vous parler de cette gamine. Elle appartient à notre famille. »« Partez !» répondit Madame Dubois à travers la porte verrouillée, serrant contre elle l'enfant qui tremblait de terreur. « Vous avez une ordonnance restrictive. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas discuté. Vous ne pouvez pas voler un enfant à notre famille juste parce que vous avez de l'argent, » continua-t-il à crier, sa voix résonnant dans la rue tranquille. À ce moment-là, ils entendirent le bruit d'une vitre brisée. Le cousin avait brisé une fenêtre latérale de la maison et tentait d'entrer de force, complètement hors de contrôle. C'est à ce moment critique qu'Octave arriva, ayant été alerté par l'agent de sécurité. Il trouva le cousin à moitié à l'intérieur de la maison, hurlant sur les droits familiaux et menaçant d'enlever Noémie de force, quoi qu'on dise. « Sortez de chez nous maintenant !» ordonna Octave, se plaçant entre l'intrus et Noémie qui pleurait désespérément dans les bras de Madame Dubois. « Notre maison, c'est la maison de la gamine qui a détruit ma famille !» hurla le cousin, titubant dangereusement. « La seule personne qui a détruit quelque chose ici, c'est votre cousine, en torturant un enfant innocent, » répondit Octave, sa voix chargée d'une fureur contenue. Le cousin s'avança vers Octave avec les poings serrés, mais à ce moment-là, l'agent de sécurité et 2 policiers arrivèrent simultanément. La situation fut rapidement maîtrisée, l'intrus étant arrêté pour violation de propriété et non-respect d'une ordonnance judiciaire. Mais les dégâts émotionnels étaient faits. Noémie avait assisté à une nouvelle scène de violence, et tous les progrès des dernières semaines semblaient menacés. Elle se recroquevilla dans un coin de la pièce, tremblant et pleurant, refusant de parler à qui que ce soit. « Noémie, ma chérie !» tenta Madame Dubois, s'approchant doucement. « Tout va bien maintenant. Le méchant est parti et il ne reviendra plus. »« Il reviendra, » sanglota Noémie. « Ils reviennent toujours, comme Tata revenait toujours quand je pensais être en sécurité. » Octave s'agenouilla à côté d'elle, son cœur se brisant en voyant l'enfant à nouveau consumé par la peur. « Noémie, regarde-moi, cet homme ne t'embêtera plus, je te le promets. »« Tu ne peux pas promettre ça, » dit-elle, sa voix petite, mais chargée d'une sagesse douloureuse qu'aucun enfant ne devrait posséder. « Personne ne peut promettre que les méchants ne reviendront pas. » Ce fut un moment de clarté brutale pour les 2 adultes. Ils réalisèrent que, malgré tout l'amour et les soins qu'ils offraient, Noémie porterait à jamais les cicatrices du traumatisme qu'elle avait vécu. La guérison serait un processus beaucoup plus long et complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Ce soir-là, la psychologue infantile fit une visite d'urgence. Après avoir parlé avec Noémie pendant 1 heure, elle se réunit avec Octave et Madame Dubois pour une évaluation préoccupante. « L'incident d'aujourd'hui a été un déclencheur puissant, » expliqua-t-elle avec une gravité professionnelle. L'enfant a revécu la peur et le sentiment d'impuissance qu'elle ressentait avec sa tante. Il lui faudra un certain temps pour se sentir à nouveau en sécurité. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Madame Dubois, visiblement bouleversée par ce recul. « Continuez à faire ce que vous faites. De l'amour, de la patience, une constance absolue, et il est peut-être temps d'envisager un changement d'adresse complet. » Octave leva la tête, intrigué. « Un déménagement ? Cette maison, aussi accueillante soit-elle, est encore trop proche des endroits où Noémie a souffert. Un déménagement dans un environnement complètement nouveau pourrait l'aider à construire des souvenirs véritablement sûrs, loin de tout souvenir traumatisant. » Ce soir-là, après que Noémie se fût finalement endormie dans la chambre de Madame Dubois, elle avait refusé de dormir seule après l'incident. Les 2 adultes discutèrent tard dans la nuit de cette possibilité radicale. « Voudriez-vous vendre cette maison »
demanda Octave, observant l'endroit qui était devenu un foyer pour l'enfant. Si c'est le mieux pour elle, oui, répondit Madame Dubois sans hésitation. Cette maison n'est qu'un endroit. Notre famille est ce qui compte vraiment pour son avenir. Notre famille, répéta Octave, appréciant profondément le son des mots. Alors cherchons un nouveau foyer. Un endroit où elle pourra grandir sans aucune ombre du passé. Une semaine plus tard, la recherche d'une nouvelle maison devint un projet commun qui apporta une énergie renouvelée à la famille qui se formait. Octave avait suggéré d'acheter une propriété plus grande dans les environs de Lyon, où Noémie pourrait avoir plus d'espace pour jouer et où il serait loin des souvenirs douloureux du centre-ville. « Je veux que vous voyiez quelques options », dit-il à Madame Dubois un matin, étalant des prospectus immobiliers sur la table de la cuisine. Ces investissements en or et en fonds avaient rapporté suffisamment pour acheter n'importe quelle propriété qu'il choisirait. Noémie, qui prenait son petit déjeuner, s'intéressa aux images colorées. « Tonton Octave, on va habiter dans une nouvelle maison ? Si tu veux, oui. Une maison où tu pourras avoir ta propre chambre spéciale, un grand jardin pour jouer, et où personne du passé ne pourra nous déranger. » Les yeux de Noémie brillèrent d'une curiosité prudente. « Je peux choisir la couleur de ma chambre ? » « Tu peux tout choisir, » répondit Madame Dubois, serrant l'enfant dans ses bras. « La couleur des murs, les meubles, les jouets. Ce sera ton petit coin spécial dans le monde. » Le week-end suivant, les trois sortirent pour visiter les maisons qu'Octave avait présélectionnées grâce à son capital disponible. La première était trop grande, froide et impersonnelle. La deuxième avait un magnifique jardin, mais elle était trop proche de la route principale, ce qui suscitait des inquiétudes en matière de sécurité. C'est dans la troisième maison que quelque chose de magique se produisit. C'était une maison à 2 étages, peinte en jaune clair, avec des détails bleus, entourée d'un jardin fleuri où des papillons colorés dansaient entre les fleurs. Elle avait une grande véranda à l'avant et à l'arrière, un jardin spacieux avec un arbre centenaire qui offrait une ombre généreuse. « Oh là là !» murmura Noémie en descendant de la voiture. « On dirait les maisons de mes jolis dessins. » La courtière, une dame sympathique, ouvrit la porte et les invita à entrer. L'intérieur était accueillant, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Il y avait 3 chambres à l'étage, un grand salon, une cuisine spacieuse et, pour la joie de Noémie, une petite bibliothèque avec des étagères intégrées. « Je peux habiter ici tout de suite ?» demanda l'enfant, courant d'une pièce à l'autre avec une excitation qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. « Si tu aimes ça !» répondit Octave, observant avec émotion comment Noémie explorait chaque recoin de la maison avec une curiosité enfantine. « J'aime beaucoup !» s'exclama-t-elle, s'arrêtant devant une fenêtre qui donnait sur le jardin. « Regardez tous ces oiseaux !» En effet, il y avait plusieurs oiseaux dans le jardin, des mésanges, des rouges-gorges, des pinsons, créant une symphonie naturelle qui enchanta tout le monde. Noémie était hypnotisée par l'observation des oiseaux libres, sans cage, volant de branche en branche. Madame Dubois s'approcha d'Octave. « C'est la bonne maison, » dit-elle à voix basse. « On sent l'énergie positive de l'endroit. Elle est parfaite pour qu'elle commence une nouvelle vie. » « Je le pense aussi, » acquiesça-t-il, visualisant déjà Noémie jouant en toute sécurité dans ce jardin. « Je vais faire une offre dès aujourd'hui. » 3 semaines plus tard, alors que les papiers d'achat étaient finalisés grâce à une partie importante des actifs d'Octave, quelque chose d'inattendu se produisit qui allait tout changer à nouveau. L'avocat appela en urgence un jeudi matin. « J'ai besoin que vous veniez à mon cabinet immédiatement. Amenez Madame Dubois aussi. C'est à propos de Noémie et c'est extrêmement urgent. »« Que s'est-il passé ?» demanda Octave, le cœur battant la chamade. « Je préfère vous expliquer en personne. Et il serait peut-être préférable de laisser l'enfant avec quelqu'un de confiance aujourd'hui. Cette conversation pourrait être très difficile. » Madame Dubois laissa Noémie chez une voisine de confiance et suivit Octave au cabinet de l'avocat. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent également la conseillère de la direction des services sociaux présente, avec une expression qui mêlait surprise et inquiétude.
Chapitre 11. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Madame Dubois, sentant un froid dans son estomac, en voyant les expressions sérieuses de toutes les personnes présentes. L'avocat prit une profonde inspiration, luttant manifestement pour trouver les mots justes. Nous avons reçu des informations sur la mère de Noémie qui changent tout. Quel genre d'informations? Demanda Octave, sa voix tendue. La mère de l'enfant n'est pas... Elle n'a pas quitté ce monde comme nous le pensions, dit la conseillère avec soin, choisissant chaque mot. Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Dubois et Octave échangèrent un regard, traitant lentement ce qu'ils venaient d'entendre, essayant de comprendre les implications dévastatrices de cette révélation. « Comment ça ?» murmura Madame Dubois, sa voix presque inaudible. « Elle est vivante !» dit l'avocat directement. « La mère de Noémie est vivante et internée dans une clinique psychiatrique à Paris depuis 5 ans. » La révélation les frappa tous les deux comme un tsunami émotionnel. Octave se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre en essayant de traiter l'information, tandis que Madame Dubois se couvrait le visage de ses mains, essayant de contrôler l'émotion qui l'envahissait. « C'est impossible », dit Octave, sa voix étranglée. « Noémie nous a dit que sa mère qu'elle était partie. C'est ce que la tante a dit à l'enfant, » expliqua la conseillère. La mère a eu une grave dépression nerveuse après les mauvais traitements constants de sa sœur. Elle a tenté de se faire du mal et a été internée pour un traitement intensif. La tante a pris la tutelle en affirmant que sa sœur était incapable de s'occuper de l'enfant. « Et elle ne s'est jamais améliorée pendant toutes ces années ?» demanda Madame Dubois, les larmes coulant sur son visage. « Elle s'améliore maintenant, » dit l'avocat. Les médecins disent qu'elle a constamment demandé de ses nouvelles de sa fille ces derniers mois. Le traitement fonctionne enfin et elle est stable. « Mon Dieu !» murmura Octave, s'appuyant sur le rebord de la fenêtre. « Et maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour Noémie ?»« Cela signifie, » dit la conseillère avec soin, « que la mère biologique a un droit légal sur sa fille. Si elle est jugée apte par les médecins et par le tribunal... »« Non !» dit Madame Dubois fermement, se levant avec détermination. Noémie a à peine commencé à se remettre. Elle a créé des liens profonds avec nous. On ne peut pas l'arracher à tout cela à nouveau. Je comprends parfaitement vos préoccupations, dit la conseillère avec empathie. Mais nous devons considérer ce qui est le mieux pour l'enfant à long terme. Un enfant a le droit fondamental d'être avec sa mère biologique. L'avocat intervint, essayant de trouver une solution. Il existe des précédents légaux pour des situations comme celle-ci. Nous pouvons plaider que le changement soudain serait préjudiciable au bien-être émotionnel de l'enfant, surtout compte tenu du traumatisme qu'elle a déjà subi. « Et la mère ?» demanda Octave, retournant à sa chaise. « C'est elle qu'on a retrouvé sa fille ?»« Pas encore, » répondit la conseillère. « Nous voulions d'abord vous parler, comprendre la situation actuelle de l'enfant. Mais elle devra être informée bientôt. C'est son droit en tant que mère. » Octave se rassit, le poids de la situation s'abattant sur ses épaules comme une charge physique. « Comment allons-nous annoncer cela à Noémie ? Elle croit sincèrement que sa mère a quitté ce monde. »« Avec beaucoup de soins et un soutien psychologique spécialisé, » dit la conseillère. « Nous devrions peut-être consulter la psychologue infantile avant de prendre une décision définitive. » Cet après-midi-là, une réunion d'urgence fut organisée avec la psychologue. Elle écouta toute la situation avec une attention professionnelle, prenant des notes tout en traitant les implications complexes pour le bien-être de l'enfant. « C'est une situation extrêmement délicate, » dit-elle, après avoir entendu tous les détails. « L'enfant croit sincèrement que sa mère n'est plus dans ce monde. Découvrir que ce n'est pas vrai sera un choc émotionnel énorme. » « Comment devrions-nous aborder cela avec elle ?» demanda Madame Dubois, visiblement angoissée. « Progressivement. Tout d'abord, nous devons préparer l'enfant à la possibilité de changement dans sa vie. Ensuite, introduire avec précaution l'idée que sa mère pourrait être vivante. Et enfin, si c'est inévitable, se préparer à une éventuelle rencontre. »« Et si la mère veut Noémie de retour immédiatement ?» demanda Octave, sa voix chargée de peur. « Alors nous devrons nous battre devant les tribunaux, »
répondit la psychologue. Mais d'après ce que j'ai observé, l'enfant se trouve dans un environnement stable et aimant. Tout changement radical pourrait être dévastateur pour son développement émotionnel. Ce soir-là, Octave et Madame Dubois rentrèrent chez eux en silence, chacun perdu dans ses propres pensées turbulentes. Noémie les attendait avec un dessin qu'elle avait fait chez la voisine. La nouvelle maison jaune avec 3 figures heureuses devant, elle, Madame Dubois et Octave. « Regardez ce que j'ai dessiné !» dit-elle gaiement, complètement inconsciente de la tempête émotionnelle qui avait envahi la vie des adultes. « Notre nouvelle famille dans la nouvelle maison !» Madame Dubois serra l'enfant très fort, essayant de ne pas pleurer. « C'est magnifique, ma chérie, vraiment magnifique. »« Quand allons-nous déménager ?» demanda l'enfant, ses yeux brillants d'excitation. « Bientôt !» répondit Octave, sa voix chargée d'une émotion qu'il luttait pour contrôler. « Très bientôt, ma petite. » Ce soir-là, après que Noémie se fut endormie, Octave et Madame Dubois discutèrent tard dans la nuit de la situation impossible dans laquelle ils se trouvaient. Leurs investissements continuaient de générer des dividendes, leur patrimoine croissait, mais rien de tout cela n'avait d'importance face à la possibilité de perdre l'enfant qu'ils avaient appris à aimer comme une fille. « Je ne peux pas la perdre, » dit Madame Dubois, les larmes coulant sur son visage. « Elle est devenue ma fille de cœur. C'est la famille que je n'ai jamais eue. »« Moi non plus, » répondit Octave, tenant sa main dans un geste de soutien mutuel. « Mais si la mère biologique veut récupérer sa fille, alors nous allons nous battre, » dit Madame Dubois avec une détermination renouvelée. « Nous allons nous battre pour elle, pour la famille que nous avons construite. Elle mérite la stabilité, pas un nouveau bouleversement traumatique dans sa vie. »« Vous avez raison, » acquiesça Octave, sentant sa propre détermination se renforcer. « Nous utiliserons toutes les ressources nécessaires, financières, légales, émotionnelles. Nous n'abandonnerons pas facilement. C'était une bataille qu'aucun d'eux n'avait prévue, mais tous deux savaient qu'ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour protéger la petite fille qui avait changé leur vie à jamais. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, ils ne la laisseraient pas souffrir à nouveau sans se battre de toutes leurs forces. Dans la chambre à côté, Noémie dormait paisiblement, rêvant d'oiseaux colorés et d'une maison jaune où elle se sentait en sécurité. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer à nouveau, ni que 3 adultes, 2 qui l'aimaient inconditionnellement et une mère qui se remettait enfin, devraient trouver un moyen de faire passer son bien-être avant leurs propres besoins et désirs. Le lendemain matin apporta un appel qui allait tout changer à nouveau. La conseillère téléphona tôt, sa voix chargée d'urgence et d'inquiétude. « La mère de Noémie a appris que nous avons retrouvé sa fille, » dit-elle. « Et elle insiste pour la voir immédiatement. Les médecins disent qu'elle est suffisamment stable pour une rencontre supervisée. » Le cœur d'Octave se serra. Mais Noémie a à peine commencé à traiter l'information selon laquelle sa mère pourrait être vivante. Une rencontre maintenant serait trop traumatisante. « Je suis tout à fait d'accord, » dit la conseillère, « mais la mère menace d'intenter une action en justice si nous ne permettons pas la rencontre. Et malheureusement, elle a des droits légaux sur sa fille que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer. » La psychologue intervint lors d'une consultation d'urgence. « Si la rencontre est inévitable, alors faisons-la au moins de la manière la plus contrôlée possible. Un environnement neutre, une durée limitée et avec nous tous présents pour soutenir l'enfant. » Il fut décidé que la rencontre aurait lieu au cabinet de la psychologue le samedi suivant. La mère serait amenée de la clinique accompagnée d'une infirmière et d'un psychiatre, tandis que Noémie aurait le soutien de Madame Dubois, d'Octave et de la conseillère. Pendant les jours qui précédèrent la rencontre, Noémie oscilla entre l'excitation et la terreur absolue. Tantôt elle dessinait des figures d'une femme qu'elle appelait « maman », tantôt elle se cachait sous le lit en pleurant de manière incontrôlable. Chapitre 12. « Et si elle ne m'aime plus ?» demanda Noémie un soir, ses petites mains serrant les draps très fort. « Et si elle pense que j'ai grandi laide ou méchante ? Ta maman va te trouver la plus belle enfant du monde, » répondit Octave, bien que lui-même fût terrifié par les possibilités de cette rencontre.
Ses investissements en bons du trésor et en actions continuaient de générer des profits. Mais toute sa fortune semblait dérisoire face à la complexité émotionnelle de la situation. Le matin du samedi, Noémie se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle avait choisi sa plus belle robe, une robe jaune à fleurs que Madame Dubois lui avait achetée, et avait demandé à l'éducatrice de faire 2 tresses dans ses cheveux. « Je veux être belle pour maman », dit-elle, se regardant dans le miroir avec un mélange d'anxiété et d'espoir qui brisait le cœur de quiconque l'observait. Le cabinet de la psychologue avait été spécialement préparé pour la rencontre. Des jouets et des livres étaient éparpillés dans la pièce pour créer une atmosphère plus détendue, et des chaises avaient été disposées de manière à ne pas intimider ni la mère ni la fille. Quand la mère arriva, Octave fut choqué par son apparence. La femme dont il se souvenait comme une employée joyeuse et efficace était devenue une figure fragile, trop maigre, avec des cheveux grisonnants et des yeux qui reflétaient des années de souffrance mentale. Mais quand elle vit Noémie, son expression se transforma complètement. « Ma petite », murmura la mère, les larmes coulant sur son visage. « Ma belle enfant ». Noémie se cacha derrière Madame Dubois, observant la femme qui était sa mère, mais qui était aussi une étrangère. L'enfant de 4 ans dont elle se souvenait avait grandi, changé, créé des liens profonds avec d'autres personnes pendant son absence forcée. « Bonjour, maman », dit Noémie timidement, sa voix presque un murmure. « Tu as tellement grandi », dit la mère, contrôlant l'impulsion de courir embrasser sa fille. « Tu es si belle, si en bonne santé. On dirait une petite princesse. » Progressivement, avec la médiation attentive de la psychologue, mère et fille commencèrent à converser. La mère raconta qu'elle avait été malade, qu'elle pensait à Noémie tous les jours, qu'elle regrettait profondément d'avoir laissé sa fille à sa tante. « Je ne savais pas qu'elle allait te faire du mal », dit la mère, sa voix brisée par les sanglots. « Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé avec elle. Jamais. »« Ce n'est pas grave, maman, » dit Noémie, sa compassion enfantine parlant plus fort que toute blessure. « Maintenant, je suis en sécurité avec Mamie Dubois et tonton Octave qui te connaissait. » C'est à ce moment-là que la réalité de la situation frappa la mère de plein fouet. Sa fille avait créé une nouvelle famille, des personnes qui l'aimaient et prenaient soin d'elle. Elle regarda Madame Dubois et Octave, voyant l'amour véritable dans leurs yeux lorsqu'ils regardaient l'enfant. « Vous avez bien pris soin d'elle, » dit la mère, s'adressant aux deux. « Je vois qu'elle est très aimée par vous. »« Très aimée », confirma Madame Dubois, sa voix étranglée par l'émotion. La rencontre dura 2 heures, assez longtemps pour que mère et fille se reconnectent au minimum, mais pas trop longtemps pour que ce soit accablant, pour l'une ou l'autre. Quand vint le moment pour la mère de partir, elle s'agenouilla devant Noémie. « Ma chérie, maman doit retourner à l'endroit où elle se soigne. Mais je vais penser à toi tous les jours et travailler dur pour aller mieux. »« Tu vas guérir ?» demanda Noémie, ses grands yeux remplis d'espoir. « Je vais essayer très fort. Et quand je serai complètement guérie, nous parlerons de notre avenir, d'accord ?» Noémie acquiesça, embrassant sa mère pour la première fois en 5 ans. Ce fut une étreinte brève, encore hésitante, mais chargée de possibilités et d'amour qui étaient restés en sommeil pendant tout ce temps de séparation. Après le départ de la mère, Noémie resta silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle regarda Madame Dubois et Octave avec une expression sérieuse au-delà de ses 4 ans. « Elle a l'air très triste, » dit l'enfant. « Mais je veux toujours rester avec vous. Vous êtes ma famille maintenant. » Ce soir-là, pendant que Noémie dormait, épuisée par la rencontre émotionnelle, Octave et Madame Dubois reçurent un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était la psychologue, avec des nouvelles d'une conversation qu'elle avait eue avec la mère après la rencontre. « La mère de Noémie a pris une décision très importante, » dit la psychologue. « Une décision que vous devez écouter attentivement. » L'appel les laissa tous les deux en suspens pendant toute une nuit. La psychologue avait demandé à les rencontrer le lendemain pour une conversation cruciale sur la décision de la mère, mais n'avait donné aucun détail par téléphone. Le dimanche matin, les deux se rendirent au cabinet pendant que Noémie restait une fois de plus avec la voisine de confiance.
L'enfant s'était réveillé en parlant de la rencontre avec sa mère, mélangeant la joie de l'avoir vue avec le soulagement d'être toujours avec sa famille choisie. « Elle est toujours très triste », avait commenté Noémie pendant le petit déjeuner, « mais je pense qu'elle veut aller mieux pour moi. » Au cabinet, la psychologue les accueillit avec une expression sérieuse mais pas sombre. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait que les nouvelles ne seraient pas dévastatrices. La mère a passé la nuit à discuter avec moi et avec les médecins de la clinique, commença-t-elle. La rencontre avec sa fille a été un moment décisif pour elle, un tournant dans son processus de guérison. Décisif comment ? Demanda Madame Dubois, serrant nerveusement ses mains. Elle a réalisé que Noémie s'était construite une nouvelle vie, une famille qui l'aime vraiment. Et plus important encore, elle a compris que forcer un changement maintenant serait extrêmement préjudiciable pour sa fille. Octave se pencha en avant, peinant à croire ce qu'il entendait. Qu'est-ce qu'elle a décidé exactement ? La mère ne va pas réclamer la garde immédiate de Noémie, dit la psychologue, ses mots tombant comme une bénédiction sur les deux adultes. Elle reconnaît qu'elle n'est pas encore complètement guérie et que sa fille a besoin de stabilité avant tout. Le soulagement qui envahit Madame Dubois fut si intense qu'elle commença à pleurer abondamment. Octave lui serra la main, luttant lui-même contre l'émotion qui menaçait de le submerger. « Mais il y a des conditions importantes, » continua la psychologue. « La mère veut maintenir un contact régulier avec sa fille pendant qu'elle poursuit son traitement. Elle veut aussi participer aux décisions importantes concernant l'éducation et l'avenir de l'enfant. C'est plus que juste, dit Octave immédiatement. Elle est la mère biologique, elle a ce droit fondamental. Et quand elle sera complètement guérie, demanda Madame Dubois, toujours préoccupée par l'avenir à long terme. La mère a été très claire à ce sujet, répondit la psychologue. Elle a dit que, si un jour elle allait complètement bien, elle aimerait récupérer sa fille. Mais pas de manière abrupte ou traumatisante. Ce serait une transition progressive, très prudente, et seulement si c'était vraiment le mieux pour l'enfant. Et comment Noémie a-t-elle réagi à cette possibilité lorsque vous avez discuté ? Demanda Octave. Nous n'avons pas encore discuté de ces détails avec elle. J'ai pensé qu'il était préférable d'écouter votre opinion d'abord, de comprendre comment vous vous sentez par rapport à cette solution. Madame Dubois sécha ses larmes, essayant de traiter toutes les informations. L'important, c'est qu'elle soit en sécurité avec nous pour l'instant. Et si un jour la mère va vraiment bien, eh bien, nous ferons face à cette situation quand elle arrivera. Il y a autre chose, dit la psychologue. La mère a fait une demande spéciale. Elle aimerait que vous envisagiez de déménager plus près de Paris pour faciliter les visites régulières. Octave et Madame Dubois échangèrent un regard. Ils venaient d'acheter la maison jaune en utilisant une partie importante des actifs d'Octave. Mais si cela signifiait garder Noémie et donner à la mère biologique la chance de se reconnecter progressivement avec sa fille, nous pouvons envisager cela sérieusement, dit Octave. Mes revenus d'investissement sont suffisants pour soutenir tout changement nécessaire, et Madame Dubois peut travailler comme consultante en éducation n'importe où. Quand ils rentrèrent chez eux, ils trouvèrent Noémie jouant dans le jardin avec la voisine, dessinant d'autres oiseaux sur une grande feuille de papier. Cette fois, les oiseaux étaient colorés et joyeux, volant librement dans un ciel bleu. « Bonjour, mamie !»« Bonjour, tonton Octave !» cria-t-elle, courant les embrasser avec enthousiasme. « J'ai dessiné maman avec vous. » Le dessin montrait 4 figures maintenant. Madame Dubois, Octave, Noémie et une femme aux longs cheveux qui représentait sa mère. Toutes souriaient, entourées des inévitables oiseaux colorés qui symbolisaient la liberté et l'espoir. « C'est magnifique, ma chérie !» dit Madame Dubois, observant comment l'enfant avait naturellement inclus sa mère biologique dans le concept de famille. « Tu as aimé voir ta maman hier ?» demanda Octave avec précaution. « J'ai aimé, mais elle était très maigre. Je pense qu'elle a besoin de manger les sablés de mamie pour devenir forte et en bonne santé, » répondit Noémie, avec la simplicité que seul un enfant possède. L'innocence de la réponse toucha profondément les deux adultes.
Même à 4 ans, elle comprenait intuitivement que sa mère avait besoin de soins et de temps pour se rétablir complètement. Chapitre 13. Cet après-midi-là, la psychologue vint dîner avec eux. Elle était presque devenue membre de la famille au cours des dernières semaines de traitement intensif. Pendant le repas, elle expliqua avec soin à Noémie que sa mère aimerait la voir plus souvent, mais qu'elle continuerait à vivre avec Madame Dubois et Octave. « Je peux revoir maman ?» demanda Noémie, excitée à l'idée. « Oui, tu peux. Peut-être une fois par semaine, pendant qu'elle continue à se soigner à la clinique, » répondit la psychologue. « Et elle aimera mes dessins d'oiseaux ? J'en suis absolument certaine. » 2 semaines plus tard, une nouvelle routine était établie, apportant la stabilité à toutes les personnes concernées. Tous les samedis, Noémie rendait visite à sa mère à la clinique de Paris, toujours accompagnée de Madame Dubois ou d'Octave. Les rencontres étaient supervisées au début, mais elles devinrent progressivement plus naturelles et spontanées. La mère s'améliorait visiblement à chaque visite. Elle avait repris du poids. Ses cheveux étaient plus soignés et, surtout, il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux. Voir sa fille heureuse et en sécurité semblait être le meilleur remède à son rétablissement mental. « Elle devient une fille magnifique et intelligente », dit la mère à Madame Dubois lors d'une de ses visites. « Merci de prendre si bien soin d'elle. Merci d'être la mère que je n'ai pas pu être. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit Madame Dubois avec sincérité. « Noémie est devenue la fille que je n'ai jamais eue. Prendre soin d'elle est un cadeau, pas un sacrifice. » C'est au cours d'une de ces conversations que la mère fit une révélation qui surprit tout le monde, apportant une nouvelle dimension à l'histoire familiale. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le père de Noémie, » dit-elle, regardant nerveusement Octave. L'homme d'affaires sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire ? Il travaillait aussi dans votre entreprise. C'était l'ingénieur qui s'occupait des projets de construction, » révéla-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Octave se souvint immédiatement. Le père de Noémie avait été un excellent employé qui avait quitté l'entreprise à la même époque que la mère, affirmant avoir reçu une meilleure offre dans une autre région. « Il est le père de Noémie ?» demanda-t-il, traitant toujours l'information surprenante. « Oui, mais il ne sait pas qu'elle existe. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il avait déjà déménagé loin. J'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais je n'y suis jamais parvenu, » expliqua la mère. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela quand vous travailliez pour moi ? » « Parce que j'avais peur de perdre mon emploi, peur du jugement des gens. Et quand il a déménagé, eh bien, j'ai pensé qu'il valait mieux élever Noémie seule que de compliquer sa vie. » Cette révélation apporta une nouvelle dimension à la situation. Noémie avait un père vivant quelque part, un homme qui ne savait même pas qu'elle existait et qui avait été un employé respecté. « Voulez-vous que nous essayions de retrouver son père ?» demanda Octave, ses ressources financières étant plus que suffisantes pour engager des enquêteurs. La mère réfléchit longuement. « Peut-être. Quand je serai complètement guérie, il sera peut-être temps pour Noémie de connaître son père aussi. Elle mérite d'avoir une famille complète. » Ce soir-là, de retour à Lyon, Octave et Madame Dubois discutèrent de cette nouvelle révélation pendant que Noémie dormait paisiblement. « Notre famille pourrait devenir encore plus grande, » commenta Madame Dubois, observant les étoiles à travers la fenêtre. « Cela vous fait peur ?» demanda Octave. « Un peu, » admit-elle. « Mais si c'est le mieux pour Noémie, nous affronterons cela ensemble, toujours ensemble. » C'est alors qu'Octave prit une décision qui mûrissait depuis des semaines, stimulée par tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. « Madame Dubois, il y a quelque chose que je veux vous demander. »« Quoi donc ? » ?»« Voulez-vous m'épouser ?» La question prit Madame Dubois complètement au dépourvu. Ils étaient devenus des partenaires de vie, unis par l'amour qu'ils partageaient pour Noémie, mais le mariage n'avait jamais été discuté entre eux. « commença-t-elle, visiblement surprise. « Ce n'est pas seulement à cause de Noémie, » se hâta-t-il d'expliquer, « bien qu'elle nous ait rapprochés de manière merveilleuse. C'est parce que j'ai découvert que vous êtes la personne la plus généreuse, la plus courageuse et la plus aimante que j'ai jamais rencontrée.
Et je ne peux pas imaginer ma vie sans vous à mes côtés. Madame Dubois regarda cet homme qui était entré dans sa vie de manière si inattendue et avait tout changé. Il était passé de voisin distant à partenaire, d'étranger à famille véritable. « Oui, » dit-elle simplement, son cœur débordant de bonheur. « Oui, je veux vous épouser. » Le lendemain matin, Noémie se réveilla en trouvant les deux adultes les plus importants de sa vie avec des sourires mystérieux sur le visage, rayonnant un bonheur qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. « Nous avons une surprise pour toi, » dit Madame Dubois, ses yeux brillants de joie. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'enfant, curieuse. « Mamie Dubois et moi allons nous marier. Cela signifie qu'il sera officiellement ton papa de cœur, et nous serons une vraie famille, sur le papier aussi. » expliqua Octave. Noémie resta silencieuse pendant un moment, traitant l'information avec le sérieux que seul un enfant qui a tant vécu peut démontrer. Puis, son visage s'illumina du sourire le plus radieux qu'ils aient jamais vu. « On va vraiment être une vraie famille ?» demanda-t-elle, peinant à contenir son excitation. « On l'est déjà », répondit Octave, la prenant dans ses bras. « Maintenant, on va juste officialiser tout ça. » Les mois qui suivirent apportèrent une stabilité qu'aucun des trois n'avait connue auparavant. Le mariage de Madame Dubois et d'Octave fut une cérémonie simple et intime à l'église de Lyon, avec Noémie comme demoiselle d'honneur, portant une robe rose qu'elle avait choisie personnellement. « Maintenant, on est une vraie famille sur le papier aussi, » dit Noémie pendant la fête, tenant les mains des deux adultes qui étaient devenus ses parents de cœur. Le déménagement dans la maison jaune eut finalement lieu, et Noémie s'adapta à son nouveau foyer avec une facilité qui surprit même la psychologue. Sa chambre fut peinte en bleu clair, avec des dessins d'oiseaux sur les murs, non plus les oiseaux tristes et noirs qu'elle dessinait à l'époque de la souffrance, mais des oiseaux colorés et joyeux qui représentaient sa nouvelle vie. Les visites hebdomadaires à sa mère devinrent une partie naturelle de la routine familiale. À chaque rencontre, Noémie et sa mère biologique apprenaient à se connaître un peu mieux, construisant progressivement une relation qui respectait à la fois le passé et le présent. « Maman de la clinique », ainsi Noémie avait-elle commencé à l'appeler pour la différencier de Madame Dubois, qui était simplement « maman ». « Tu deviens plus forte », commenta l'enfant lors d'une visite. « C'est vrai, ma chérie. Et c'est parce que tu me donnes la force de m'améliorer tous les jours. » répondit la mère, qui s'était vraiment transformée. Ses cheveux avaient retrouvé leur éclat naturel, elle avait repris du poids, et surtout, elle avait retrouvé la sérénité dont Octave se souvenait lorsqu'elle travaillait pour lui. C'est au cours d'une de ses visites que la mère fit une annonce qui allait, une fois de plus, modifier la dynamique familiale. « Les médecins ont dit que je pouvais sortir de la clinique le mois prochain, » dit-elle, observant attentivement les réactions de chacun. « Je vais vivre dans une résidence assistée à Paris, où j'aurai mon indépendance, mais aussi un soutien psychologique si nécessaire. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotions complexes. Noémie, maintenant âgée de 5 ans et plus mûre, comprit immédiatement les implications. « Cela signifie que tu peux venir nous rendre visite dans notre maison ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. « Cela signifie exactement cela, » répondit la mère avec un sourire véritable. « Si tes parents sont d'accord, bien sûr. »« Bien sûr que nous sommes d'accord, » dit Octave immédiatement, utilisant une partie de ses revenus d'investissement pour faciliter les visites. « Tu seras toujours la bienvenue chez nous. Et peut-être, » continua la mère hésitante, « pouvons-nous commencer à parler de cette affaire dont nous avons discuté précédemment. » Tous savaient qu'elle faisait référence au père de Noémie. Au cours des derniers mois, l'avocat d'Octave avait mené des enquêtes discrètes et avait découvert que le père vivait dans une autre région, travaillant comme ingénieur civil et, selon les informations recueillies, célibataire et sans autres enfants. « Êtes-vous sûr de vouloir le contacter ?» demanda Madame Dubois, inquiète d'un nouveau changement dans la vie de l'enfant. « Je pense que Noémie a le droit de connaître son père, » répondit la mère. « Mais seulement si vous êtes d'accord. Vous êtes ses parents maintenant, et je respecte cela complètement. » Noémie, qui écoutait tout avec une attention mûre pour son âge, posa la question que tous attendaient. « Si je rencontre mon papa de sang, vous serez toujours mes parents ?»
Pour toujours, promit Octave, la serrant dans ses bras. Rien ni personne ne peut changer cela. Nous sommes une famille, et les vraies familles restent unies, quoi qu'il arrive. Chapitre 14. 2 semaines plus tard, une rencontre extraordinaire eut lieu dans la Maison Jaune qui allait changer à jamais la définition de la famille pour toutes les personnes concernées. Le père biologique de Noémie avait accepté l'invitation à rencontrer la fille dont il ignorait l'existence, et maintenant il était assis nerveusement dans le salon, regardant l'enfant avec un mélange d'émerveillement et d'émotion profonde. « Elle a vos yeux !» commenta la mère, qui avait été libérée de la clinique la veille et faisait sa première visite à la nouvelle maison de sa fille. « Et votre façon déterminée d'incliner la tête quand elle réfléchit. » Le père, un homme grand et brun de 35 ans, observait Noémie avec une fascination absolue. « Je n'arrive pas à croire que j'ai une fille, » murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Et qu'elle est si belle et intelligente. Tu veux voir mes dessins, nouveau papa ?» demanda Noémie, utilisant naturellement le nom qu'elle avait décidé de lui donner. Sa capacité à s'adapter et à accepter l'amour de sources multiples continuait d'impressionner tous les adultes. « Bien sûr que je veux, » répondit-il, clairement ému d'être appelé papa pour la première fois de sa vie. Pendant les heures suivantes, une nouvelle dynamique familiale commença à se former de manière étonnamment naturelle. Le père biologique se montra sincèrement intéressé à connaître Noémie et à faire partie de sa vie, mais aussi respectueux du rôle fondamental d'Octave et de Madame Dubois. « Vous avez sauvé ma fille, » dit-il au couple lors d'une conversation privée, « et vous lui avez donné quelque chose que je n'aurais jamais pu offrir seul, une famille stable et aimante. Je vous en suis éternellement reconnaissant. » « Elle nous a sauvés aussi, » répondit Madame Dubois avec sincérité. « Elle nous a appris ce qu'est le véritable amour inconditionnel. » Il fut décidé que le père biologique rendrait visite à Noémie 1 fois par mois et qu'il tenterait progressivement de construire une relation père-fille qui compléterait et non concurrencerait les liens qu'elle avait déjà formés. « Maintenant j'ai 4 parents, » plaisanta Noémie un soir, pendant que Madame Dubois la mettait au lit. Papa de cœur, maman de la clinique et nouveau papa. Et nous t'aimons tous très fort, répondit Madame Dubois, embrassant le front de l'enfant. Le mois suivant, quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu se produisit. La tante, qui avait passé les derniers mois en traitement pour l'alcoolisme et en thérapie psychologique obligatoire, demanda, par l'intermédiaire de son nouvel avocat, à rencontrer Noémie. La demande initiale fut refusée par tous les adultes responsables, mais la psychologue suggéra que cela pourrait être thérapeutique pour les deux. Pas pour renouer des liens, expliqua-t-elle avec soin, mais pour que Noémie puisse affronter son passé d'une position de force et de sécurité, et pour que la tante puisse demander pardon de manière appropriée. La rencontre fut méticuleusement organisée, avec tous les parents présents et une durée strictement limitée. La tante, visiblement transformée par le traitement, demanda pardon à Noémie avec des larmes sincères dans les yeux. « J'étais très malade dans ma tête et dans mon cœur, » dit-elle, sa voix brisée par le remords, « et je t'ai blessé de façon qui n'aurait jamais dû arriver. Je n'espère pas que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je regrette profondément tout. » Noémie, maintenant plus mûre et plus sûre, regarda la femme qui avait été autrefois sa source de terreur. « Tante, tu m'as fait beaucoup de mal. Mais maintenant, je suis heureuse et en sécurité avec ma famille. Je sais, et je suis heureuse que tu aies trouvé des personnes qui t'aiment vraiment. »« C'est ce que tu as toujours mérité, » répondit la tante, démontrant une transformation authentique. La rencontre fut brève, mais elle apporta un sentiment d'achèvement qui aida Noémie à aller de l'avant complètement, sans porter la peur ou le ressentiment du passé. 1 an plus tard, la vie dans la Maison Jaune avait trouvé un rythme parfait qui semblait presque magique. Noémie fréquentait une excellente école locale, où elle était l'une des élèves les plus aimées, dessinant toujours des oiseaux colorés et racontant l'histoire de sa famille, grande et aimante. La mère biologique avait déménagé dans un petit appartement à Paris et travaillait à temps partiel comme assistante administrative, rendant visite à sa fille toutes les semaines.
Le père biologique venait de sa région lointaine une fois par mois, apportant toujours des cadeaux soigneusement choisis et des histoires sur son travail d'ingénieur. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» dit la psychologue lors d'une de ses visites régulières, observant Noémie jouer dans le jardin. La façon dont elle a réussi à intégrer toutes ces relations sans confusion ni conflit. Elle a simplement accepté qu'elle pouvait avoir beaucoup de personnes qui l'aiment. Les enfants sont parfois plus sages que les adultes, commenta Octave, observant sa fille de cœur enseigner une chanson aux oiseaux qui visitaient le jardin. Madame Dubois sourit, pensant à la façon dont sa vie avait complètement changé. D'éducatrice retraitée solitaire, elle était devenue mère, épouse et le centre d'une famille non conventionnelle mais profondément aimante. Qui aurait cru qu'une petite fille qui souffrait en silence changerait tant de vies, commenta-t-elle, observant l'enfant qui riait maintenant librement. Elle n'a pas seulement changé nos vies, répondit Octave, ses investissements continuant à rapporter suffisamment pour soutenir confortablement toute la famille élargie. Elle nous a appris que la famille n'est pas une question de sang ou de convention sociale. Il s'agit d'amour, de protection et de choix conscients. À ce moment-là, Noémie courut vers eux, tenant un nouveau dessin. Une maison jaune, entourée d'oiseaux colorés, avec 6 figures se tenant la main devant. Elle, Madame Dubois, Octave, sa mère biologique, son père biologique, et, dans un ajout récent, la psychologue qui était devenue une partie essentielle de leur vie. « Regardez, dit-elle fièrement, ma famille au complet. » Et c'était vraiment le cas. Une famille construite non pas par hasard ou par tradition, mais par choix, par amour et par la détermination d'adultes qui avaient décidé qu'une enfant méritait tout le bonheur du monde. 2 ans plus tard, à la veille du 7e anniversaire de Noémie, une découverte finale apporta la conclusion parfaite à une histoire qui avait commencé avec tant de souffrance. Madame Dubois rangeait de vieux papiers lorsqu'elle trouva une lettre scellée qui avait appartenu à l'ancien propriétaire de la maison jaune. « Regarde ça », dit-elle à Octave, ouvrant soigneusement la lettre datée d'il y a 5 ans. La lettre était adressée à celui qui prendra soin de cette maison après moi, et était signée par une dame qui avait vécu là avant eux. Celui qui trouvera cette lettre, lut Octave à voix haute, doit savoir que cette maison a été construite pour abriter l'amour et la guérison. Pendant 50 ans, j'ai élevé ici 4 enfants qui ne sont pas nés de mon ventre, mais de mon cœur. Des enfants qui sont arrivés blessés par la vie et sont repartis guéris par l'amour. Cette maison a une énergie particulière pour cela. Madame Dubois se couvrit la bouche de ses mains, émue par la découverte. Elle aussi adoptait des enfants blessés. Et nous ne le savions même pas, murmura Octave. C'est comme si la maison nous avait choisis. À ce moment-là, Noémie entra en courant dans le bureau, toute sale de terre du jardin où elle jouait avec les oiseaux qui étaient maintenant pratiquement domestiqués à force de leur parler. « Qu'est-ce que vous regardez ?» demanda-t-elle, curieuse. « Une lettre d'une dame qui vivait ici avant nous, » expliqua Madame Dubois. « Elle aussi s'occupait d'enfants spéciaux comme toi, comme moi, des enfants qui avaient besoin de beaucoup d'amour pour aller bien, » dit Octave, la serrant dans ses bras. « Ah !» dit Noémie naturellement. « C'est pour ça que je me suis sentie chez moi ici, dès le premier jour. » La simplicité de la réponse toucha profondément les 2 adultes. À 7 ans, elle possédait une sagesse et une capacité de pardon qui continuaient d'impressionner tous ceux qui l'entouraient. Le lendemain, lors de la fête d'anniversaire, toute la famille non conventionnelle était réunie dans le jardin de la maison jaune. La mère biologique avait apporté un gâteau fait maison. La première fois depuis des années qu'elle se sentait suffisamment bien pour cuisiner. Le père biologique avait voyagé spécialement pour l'occasion, apportant un cadeau qu'il avait fabriqué personnellement. Une cabane à oiseaux qu'il avait construite dans son atelier. « Pour tes amis les oiseaux », dit-il, installant la cabane sur l'arbre préféré de Noémie. La psychologue était là aussi, non plus comme thérapeute, mais comme amie de la famille qui était devenue. Même la conseillère avait amené sa petite fille jouer avec la fêtée. « Je veux porter un toast », dit Octave, levant son verre de jus d'orange. Noémie avait insisté pour que tout le monde boive la même chose.
à une enfant spéciale qui nous a appris que la famille n'est pas une question de perfection, mais d'amour inconditionnel. Et à vous tous, dit la mère biologique, sa voix ferme et claire, qui avez sauvé ma fille quand je n'ai pas pu le faire. Nous n'avons sauvé personne, corrigea Madame Dubois. Noémie nous a tous sauvés. Elle nous a montré comment aimer sans condition, comment pardonner sans ressentiment, et comment construire quelque chose de beau à partir de la douleur. Noémie, qui était au centre de toute cette attention, sourit de son sourire radieux et fit son propre petit toast avec son verre d'enfant. « Je veux vous remercier, » dit-elle de sa voix claire, « d'avoir tant de personnes qui m'aiment. Et d'avoir appris que même quand de mauvaises choses arrivent, il peut toujours y avoir de bonnes choses après. » À ce moment-là, comme si cela avait été convenu, une nuée de mésanges se posa sur l'arbre où se trouvait la nouvelle cabane, chantant une mélodie joyeuse qui sonnait comme une célébration de la vie. « Regardez !» s'exclama Noémie. « Même les oiseaux chantent joyeux anniversaire. » Et ainsi, 5 ans après ce premier cri qui avait déchiré l'air de l'après-midi, une histoire de souffrance s'était définitivement transformée en une histoire d'amour, de rédemption et d'espoir. La petite fille, qui dessinait autrefois des oiseaux emprisonnés et tristes, dessinait maintenant des oiseaux libres et colorés. Et dans cette simple transformation d'un enfant était contenue toute la magie d'une famille qui s'était choisie mutuellement, d'un amour qui avait guéri des blessures profondes, et d'un espoir qui s'était avéré plus fort que toute douleur. Dans la maison jaune entourée de jardins fleuris, une famille non conventionnelle, mais profondément unie, continuait d'écrire son histoire d'amour, un jour heureux à la fois, prouvant que parfois les fins les plus belles naissent des commencements les plus difficiles. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, je promets d'apporter tous les jours des vidéos qui vont rendre votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en donnant une note de 0 à 10 et merci beaucoup.